Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va prendre le temps d'analyser et d'approfondir toute l'actualité politique et parlementaire. Et on va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Philippe Dallier. Bonjour Philippe Dallier, vous êtes sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Vous êtes notre invité du jour dans Allons plus loin et vous nous direz dans un instant ce que vous pensez du plan antidrogue présenté ce matin par l'exécutif à Marseille. Durant ces 2 heures, nous irons aussi très régulièrement en salle des conférences du Sénat pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera au micro d'Alexandre Poussard. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à nous dire. Samia Dechir, bonjour. Votre sujet du jour est un peu technique mais très concernant. On va parler des amendes. Oui, Rebecca, des amendes qui ne sont pas payées, de ce que ça coûte aux finances publiques. À tout à l'heure. Quentin Calmet, bienvenue. L'actu politique. Et vous allez nous parler de la République en marche et des investitures. Oui, tout à fait. Les municipales, c'était un des sujets évoqués hier par Emmanuel Macron. Alexis Poulain fait également partie du club. Bienvenue, mondemoderne.media. Vous, c'est un coup de gueule aujourd'hui que vous allez pousser. Oui, sur le virage sur l'immigration d'Emmanuel Macron. Et on découvrira ça dans quelques minutes. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur 2 études scientifiques très alarmantes sur le climat. Si on ne change rien à nos pratiques actuelles, la température va augmenter encore plus que ce qu'on imaginait. Nos dirigeants en font-ils assez? Où sont passés les accords de Paris? On ouvre le débat sur ce plateau tout à l'heure. Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. C'est le nouveau hashtag, retenez-le, hashtag ALPL. Mais d'abord, retour sur ce plan antidrogue présenté ce matin à Marseille. 4 ministres, pas moins, pour détailler les nouvelles mesures. Nous demanderons donc à Philippe Dallier dans un instant ce qu'il en pense. D'abord, le point sur ces annonces, c'est avec Léa Demirjian. Intérieur, justice, budget, 4 ministres et une priorité, lutter contre les trafics de drogue. Pour enrayer le phénomène, le ministre de l'Intérieur a annoncé 55 mesures. En tête, la création d'un nouvel office de lutte contre les stupéfiants. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiants, l'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte antiterroriste. Il remplacera l'OCTRIS. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Autre mesure, la mise en place d'une plateforme d'appel pour signaler les points de vente de drogue. Car le fléau génère près de 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Et malgré les 115 tonnes saisies en 2018, les trafics prospèrent. Non, il faut être très honnête, les trafics de drogue progressent depuis de nombreuses années. Et moi, j'en suis à 25 années de police et il faut constater malheureusement que non seulement ça progresse, ça devient de plus en plus violent parce que les sommes en jeu sont considérables. Les gens se tirent dessus de façon de plus en plus régulière pour reprendre du territoire. En France, près de 20 000 personnes vivraient du trafic de cannabis. Allons plus loin donc avec Philippe Dallier, notre invité du jour, sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat, membre de la commission des finances. Une réaction peut-être à ces annonces du jour de Christophe Castaner. Il nous parle de ce nouvel office baptisé OFAST, un office anti-stupéfiant. Ça vous semble être à la hauteur des enjeux? Ça vous semble être possiblement efficace? On jugera au résultat, parce qu'on crée un office qui en remplace un autre. On nous dit qu'on va coordonner les services. Enfin, moi, je vous renvoie à, 10-15 ans en arrière, où on avait mis en place les fameux GIR, qui étaient censés rassembler la police, les douanes, etc., tous ceux qui effectivement pouvaient concourir à la lutte contre le trafic de drogue. Donc il n'y a pas de nouvelles recettes dans ce qu'on nous annonce. Et quand j'entends parler d'une plateforme téléphonique, on va pouvoir dénoncer les points de deal. Enfin, franchement, moi j'ai été maire pendant 22 ans. D'abord, il y a en 95, lorsque j'ai été élu, il n'y avait pas de point de deal sur ma commune. Aujourd'hui, il y en a 4-5 que tout le monde connaît, contre lesquels on n'arrive pas effectivement à être efficace. En tous les cas, les forces de l'ordre, par des actions ponctuelles, peuvent faire cesser le trafic et ça recommence une semaine après. Donc je pense qu'on n'est pas en manque d'informations sur les points de deal en France. C'est pas ça le problème. Le problème, coordonner les services, c'est peut-être une bonne idée. On dit qu'ils se... Mais les GIR, c'est ce qu'ils étaient censés faire quand effectivement il s'agissait de s'intéresser par exemple au train de vie d'un certain nombre de personnes qui étaient dépourvues d'emploi et de ressources et qui vivaient sur un grand pied. Enfin tout ça c'est connu et on a déjà proposé ce genre de solution. Alors s'il s'agit de renforcer les moyens pour être plus efficace, tant mieux. Mais... Pour vous, c'est une question de moyens. Qu'est-ce que vous proposeriez? Une question de moyens, c'est certain. Enfin, il y a des situations différentes. Il y a effectivement un certain nombre de quartiers dans ce
ce pays dans lesquels la police ne rentre plus, et quartiers qui sont en coupe réglée et qui sont effectivement sous l'emprise de trafiquants qui font la loi. On parle de cités gangrénées par les trafics de stupéfiants. Vous employeriez ce mot aussi. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un tas de communes en France, et ça existe aussi dans le rural, où vous avez vu des points de deal s'installer. Tout ça existe et tout ça est connu par les services de police. La question, c'est pas la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. La question, c'est les moyens qu'on est capable de déployer pour lutter contre. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple? Écoutez, je pense qu'en termes d'effectifs de police, il y a des choses à faire. Et en termes d'efficacité, si on s'intéresse à l'argent, effectivement, où elle va, là, je pense qu'il y a effectivement également beaucoup de choses à faire, mais ça va demander des moyens budgétaires. Alors, en période de restriction budgétaire, parce que c'est quand même le contexte dans lequel nous sommes, il y a certainement des arbitrages à réaliser, mais sans moyens, on n'y arrivera pas. Il est certain également que l'informatisation peut nous permettre, en croisant un certain nombre de données, d'obtenir des résultats, mais je pense qu'il faut changer d'échelle pour lutter contre ces trafics. Philippe Dallier, vous restez avec nous, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le club aujourd'hui, Samia Dechir, Quentin Calmet et Alexis Poulain. Bienvenue à tous les trois. Samia, vous êtes allés ce matin à ce qu'on appelle un petit déjeuner de presse, où 2 sénateurs vous ont présenté les conclusions d'un rapport sur les amendes impayées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, il y en a beaucoup des amendes impayées, mais d'abord, pour bien savoir de quoi on parle, savez-vous, Philippe Dallier, combien d'amendes sont émises chaque année en France? La question piège. Y compris les amendes liées à la circulation routière? Oui. Oh, je sais pas. Vous avez le droit de ne pas savoir. Des dizaines de millions, c'est certain. Combien de dizaines de millions? Alors précisément, il y en a eu 34 millions d'avis de paiement qui ont été émis en 2018. Donc vous étiez à peu près dans l'ordre de grandeur. Voilà, alors ces avis de paiement sont de 2 types en fait. Il y a les amendes de la circulation, c'est à peu près les 3/4 des avis de paiement, et les forfaits de stationnement. Si vous ne payez pas votre stationnement, c'est à peu près 1/4 des avis de paiement. Si vous ne payez pas votre avis de paiement, il est ce qu'on appelle majoré. Et parmi toutes les amendes majorées, eh bien, la plupart ne sont pas payées. C'est ce qui ressort d'un rapport donc, de la Commission des finances du Sénat et qui pointe un chiffre. Seuls 28,6% des amendes de la circulation majorées en 2017 ont été effectivement payées en 2018. Je ne sais pas comment font les gens. Alors, ça veut dire plus simplement que 70% en fait ne les payent pas. Donc pour les forfaits de stationnement, on est à peu près sur un même ordre de grandeur de l'ordre de 26%. Et toutes ces amendes impayées, c'est un manque à gagner qui est énorme pour les finances publiques. On est entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et des collectivités locales, d'après les sénateurs. 1 milliard d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est presque 2 fois le budget du ministère des Sports pour l'année 2019. Ouais, ça fait beaucoup en effet. Alors pourquoi y a-t-il autant d'amendes qui restent impayées? Comment est-ce possible? Quelle est la recette? Bien parce qu'il y a trop d'acteurs impliqués. D'après les sénateurs qui ont écrit ce rapport, une dizaine en tout peut intervenir quand une amende est majorée. Claude Nougin, qui est l'un des 2 auteurs du rapport du Sénat, nous a donné un exemple très concret. Attention, il faut s'accrocher pour suivre. Vous allez voir, on l'écoute. Allez, on va essayer. Prenons le cas d'un automobiliste parisien qui va dans une ville de province, Brive par exemple, et s'il a une amende de circulation et un FPS, donc il est appelé, au cas où il contesterait et l'amende de circulation et le FPS, à saisir plusieurs acteurs. Donc pour l'amende de circulation, Rennes, qui va envoyer donc la contravention. Cela dépend du tribunal de Brive. Si la contestation n'est pas acceptée, il faut qu'il se rende à nouveau à Brive devant le tribunal de police de Brive pour avoir un jugement. Pour le FPS, il faut demander à Brive s'il conteste, qui accepte ou refuse. S'il refuse, il faut aller devant le centre contentieux à Limoges. Oh là 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 là. Voilà, si vous n'avez pas tout suivi, c'est normal parce que c'est justement cette complexité que dénoncent les sénateurs dans leur rapport. Il y a trop d'acteurs, ils ne sont pas coordonnés et donc les automobilistes qui ont une amende majorée, ils s'y perdent. Et donc une des recommandations de ce rapport, c'est la création d'un point de contact unique auquel on pourrait s'adresser pour payer une amende qui a été majorée, qui est contestée. Ce serait bien en effet, ce serait une bonne idée. Ça pourrait permettre en tout cas de recouvrer davantage d'amendes. Alors dans ce rapport, les sénateurs, ils pointent aussi un certain nombre d'absurdités concernant par exemple les personnes à mobilité réduite qui normalement ne payent pas leur stationnement. On écoute Thierry Carsenac qui est l'autre co-auteur de ce rapport. Étant personne handicapée, vous avez une carte.
Cette carte vous dispense de pouvoir payer un forfait de stationnement. Et lorsqu'un véhicule passe et vous repère votre véhicule, eh bien, on vous demande de payer. Et pour pouvoir faire un recours, il faut d'abord payer pour pouvoir ensuite être remboursé. Voilà, c'est la règle. Si vous voulez contester votre amende, c'est comme pour les impôts, il faut d'abord payer. C'est un peu absurde, c'est vrai, pour une personne à mobilité réduite qui normalement n'a rien à payer du tout pour stationner, mais qui peut recevoir une amende par erreur. Si par exemple l'agent qui met l'amende n'a pas vu que derrière le pare-brise il y a cette petite carte de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Et donc l'une des autres recommandations de ce rapport, c'est de supprimer cette règle du paiement préalable pour contester les amendes pour les personnes à mobilité réduite. Philippe Dallier, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ça illustre finalement peut-être la complexité de notre système et pas très seulement. Français. Oui, c'est ce que j'allais dire. Probablement. C'est vous qui le dites. Maintenant, il faudrait voir quelle est la part des amendes non payées à cause de la complexité du système quand un automobiliste effectivement souhaite contester parce qu'il pense qu'il est de bonne foi, et puis ceux qui ne payent pas parce que de toute façon ils ont décidé de ne pas payer et que l'amende est incontestable. Je crains quand même que la proportion de la deuxième catégorie ne soit nettement supérieure à la précédente. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un manque à gagner très important pour les collectivités locales et d'ailleurs pour les communes maintenant, puisque le forfait post-stationnement, les amendes liées au non-paiement du stationnement payant vont directement dans les caisses des communes. Cela dit, vous posez un autre sujet qui est peut-être aussi le trop-plein d'amendes et des amendes souvent jugées injustes aussi par les Français et les automobilistes. Écoutez, je connais peu de personnes qui, effectivement, ayant été verbalisées, considèrent que c'est à juste titre. Mais dans les faits, voilà, je pense que l'immense majorité de ces amendes, eh bien, elles tiennent au fait qu'on a contrevenu à la loi. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir d'amende à payer, c'est de respecter, effectivement, le code de la route et les règlements. Dans le rodateur. Allez, vous allez commenter avec nous un autre sujet, puisque dans le club, aujourd'hui, il y a Quentin Calmet pour l'actu politique. Et alors vous, Quentin, vous vous êtes penché sur les investitures de la majorité qui s'annoncent extrêmement compliqué pour les municipales. Emmanuel Macron a même fait un petit rappel à l'ordre hier soir. Oui, tout à fait. Vous le savez, le président de la République était devant députés et sénateurs au ministère des Relations avec le Parlement. Alors, on a récupéré quelques images grâce à Twitter de parlementaires qui ont pu mettre des photos sur les réseaux sociaux. Et on a aussi récupéré quelques bribes de ce qu'il a pu dire à ces parlementaires. Et parmi les sujets évoqués par le chef de l'État, il y avait bien les investitures et les municipales. Il a parlé de ce danger mortel, je cite, de la division. Il a dit que les municipales correspondent pour En Marche au temps de l'enracinement. Et effectivement, les responsables du parti doivent y mettre un maximum d'intelligence collective, je cite. Et forcément, ça a résonné avec l'actualité. On pense à M. Villani et M. Griveaux, qui étaient d'ailleurs présents hier dans la cour du ministère. Et forcément, le chef de l'État leur a adressé un message. Il a dit: quand certains disent que les commissions nationales d'investiture sont illégitimes, ils oublient qu'ils en sont issus. Même si officiellement, l'Élysée a démenti le fait que cette phrase, elle était adressée à Cédric Villani. Oui, enfin bon. Voilà, mais en tout cas, ça brouille les cartes concernant effectivement ces investitures et le message exact du chef de l'État. Et il a probablement pris lui-même ces phrases pour lui-même, c'est évident. Les investitures, c'est un des principaux points de crispation sans En Marche. Oui, tout à fait, parce qu'on en parlait à l'instant. Le parti rêve de cet enracinement local qui lui manque. Et on avait vu ce mot territoire partout aux universités d'été à Bordeaux d'En Marche, c'était il y a 10 jours. Vraiment, ce mot, il était vraiment placardé partout. Donc ce maillage local, il fait rêver le parti, sauf que, à l'heure actuelle, la Commission nationale d'investiture, qui donc désigne les candidats pour les villes de plus de 9000 habitants, cette commission, elle n'a désigné que 137 candidats sur les 1200 villes de plus de 9000 habitants. Donc on est en retard et ça agace un peu dans les régions, en département, d'autant que les militants, ils demandent à ce qu'il y ait de la démocratie locale, qu'ils puissent donner leur avis. Et donc quand on voit que c'est une commission à Paris qui prend des décisions, ça agace forcément sur le terrain. Et c'est pas facile, c'est un parti jeune, on va y revenir avec vous. Un autre point de crispation, Quentin, c'est la relation avec les partis alliés aussi. Tout à fait, puisqu'il y a cette tentation hégémonique pour LREM, parti au pouvoir, qui va pouvoir décider de trancher de tout, sauf qu'ils contestent cette volonté hégémonique. Ils assurent vouloir diriger des municipalités avec l'UDI, avec Agir ou avec le MoDem, sauf que ça, c'est dans le discours. Quand on en vient aux actes, ces alliés, ils attendent toujours des gages de sincérité. Regardez Nathalie Delattre, qui est sénatrice, mais qui est aussi secrétaire générale du Mouvement Radical.
Aujourd'hui, nous avons des maires sortants radicaux qui n'ont pas encore obtenu ou qui ont des difficultés pour obtenir le soutien d'En Marche. Donc nous sommes en train de travailler sur ce rapprochement, mais la condition c'est effectivement que quand nous sommes partenaires, nous devons accepter les sortants de part et d'autre. Voilà, les radicaux, ils trépignent à Nancy, à Montélimar, à Tours ou encore à Bourges. Ils ne savent pas encore ce que va faire le candidat ou s'il y aura un candidat En Marche. Et de leur côté, les militants, ceux qui suivent Emmanuel Macron depuis le premier jour, ils y croient et ils disent, nous, voilà, on est implanté localement depuis 2017, pourquoi pas y aller avec nos propres candidats. On en a rencontré un militant comme cela. Écoutez, c'était encore une fois à Bordeaux il y a 10 jours. Du côté d'En Marche, nous on se prépare depuis maintenant l'élection d'Emmanuel Macron à aller au municipal. On se forme, on recrute. Donc c'est sûr que nos partis partenaires qui nous ont accompagnés depuis le départ, on va avoir une discussion avec eux. Nous on est là pour rassembler, mais En Marche aujourd'hui est un parti fort. On va discuter avec nos partenaires historiques, mais il ne faut pas non plus qu'ils espèrent avoir 50% des places sur les listes. Voilà. Donc entre cette question des investitures et aussi des alliances avec les partis proches d'En Marche, on le voit, il y a encore pas mal d'obstacles à venir et du coup, eh bien, les maires sortants LR ou PS se frottent les mains. Et Emmanuel Macron regarde ça de très près. Philippe Dallier, comment vous les voyez ces difficultés de la majorité? Vous dites après tout, je vois que vous les regardez avec un petit sourire, ça vous fait un peu sourire. Le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien. Voilà. Et ça semble vous faire plaisir. Ouais, non, mais écoutez, on nous a tellement expliqué que tout allait changer, que LREM n'était pas un parti politique comme les autres, etc., que les militants allaient prendre les décisions à la place des chefs. Bon, chacun voit bien ce qu'il en est aujourd'hui. Donc ils ont exactement les mêmes problèmes que tout parti majoritaire lorsqu'il est installé. Alors ceci étant dit, il faut quand même faire le distinguo entre les très grandes villes, où effectivement, là, la République En Marche a tout intérêt à conduire des listes, et puis toutes ces villes qui ne sont pas des très grandes villes, en dessous de 100 000 habitants, et ça représente quand même un certain nombre de villes dans le pays, où là, on va avoir tous les cas de figure possibles, ce qui va rendre d'ailleurs le décryptage de l'élection assez compliqué, puisque sur le terrain, moi je peux vous en parler en Seine-Saint-Denis, mais j'en discute avec mes collègues ici, vous avez des gens de la République En Marche qui vont voir les maires sortants LR, en leur demandant d'entrer sur leur liste parce qu'ils ne veulent pas faire une liste en face, parce qu'ils pensent qu'ils seront battus, ou alors qu'ils n'ont pas suffisamment de gens. Il y en a même qui vont avec le Parti Socialiste. On va tout avoir, tous les cas de figure, avec un objectif. Et ça, j'essaye de faire passer le message. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Mais c'est la majorité sénatoriale qui est en jeu. Oui, parce que leur idée, si ce n'est en 2020, c'est bien en 2023, d'avoir suffisamment de grands électeurs, et peu importe comment ils les auront obtenus, soit en y allant tout seul, soit en s'associant au MoDem ou à LR ou au PS, et effectivement de faire basculer la majorité sénatoriale. Alors je l'explique pour nos téléspectateurs, les élus locaux sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs, d'où l'intérêt peut-être. Et le résultat de la sénatoriale de 2020 et celle de 2023, eh bien, on l'aura à peu près au mois de mars prochain quand les municipales seront passées. Et c'est cela qui se joue. Alors bien sûr, on ne parle pas de ça. Enfin, eux ne parlent pas de ça. Mais moi, j'attire l'attention d'un certain nombre de mes amis. Et il nous arrive d'en parler ici aussi. En leur disant, oui, ça j'imagine bien, mais en leur disant, attendez, ne soyez pas dupes. Vous aurez tous les cas de figure, ce qui montre d'ailleurs que c'est vraiment à géométrie variable tout ça, parce que avoir des candidats En Marche sur des listes PS, sur des listes LR, sur des listes modèles. Chez LR, comment ça se passe en ce moment? L'implantation locale est plutôt un point fort du parti. Est-ce qu'elle s'étiole un peu? Moi, je pense que cette élection municipale sera comme toutes les autres, mais peut-être encore plus fortement une élection d'abord locale. Et que les maires qui sont en place et qui ont correctement géré leur commune, je pense qu'il va y avoir une prime au sortant qui est forte. Et donc toutes les combinaisons d'appareils politiques derrière, ça n'est pas ce qui va faire l'élection. Voilà, donc que personne n'oublie cela et que personne ne soit dupe du marchandage que la République En Marche est en train d'opérer partout, avec comme but de faire basculer le Sénat. Ouais, c'est la particularité de cette élection, c'est plus sur la personne que sur l'étiquette, en effet. Et tant mieux. Le club continue, Philippe Dallier, vous allez pouvoir encore réagir, peut-être même encore plus. Alexis, vous êtes le fondateur du site lemondemoderne.media. Avec vous, on change un petit peu de ton, puisque vous allez carrément nous livrer votre édito du jour. Alors, ça pourra être un coup de cœur, ça pourra être un coup de gueule. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez choisi le coup de gueule. Oui, j'ai choisi un coup de gueule. J'ai passé pour le ronchon de service, mais honnêtement, on va reparler de cette rentrée parlementaire. Et Emmanuel Macron n'a vraiment honte de rien. Enfin voilà, il a présenté hier à ses troupes le fait que son parti avait été choisi par les Français face au parti
parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, et en même temps, sans vergogne, il lui pique son programme sur l'immigration et sa politique. Alors voici ce qu'il a dit au député LREM. Vous n'avez qu'un opposant sur le terrain, le Front National. Il faut confirmer cette opposition, car ce sont les Français qui l'ont choisi. Il y a deux projets, celui du repli ou bâtir une solution ouverte, mais pas naïve. Alors pas naïve, ça reste à voir, parce que la naïveté, ce serait de croire en fait que cette opposition factice, choisie finalement, serait réelle et serait imposée, et qu'il n'y ait pas d'autre choix aux Français. On a l'impression de voir un match de catch en fait, avec le champion de l'Inter d'un côté qui prend la lumière, et puis la vilaine Marine Le Pen qui veut s'y faire d'un côté, avec Alexandre Benalla, qui est le préparateur technique et sportif de ce match de catch d'opérette. Alors, c'est plus en même temps. Là, on est carrément dans le mensonge, puisque sur l'immigration, on voit bien que Emmanuel Macron fait une manœuvre pour tout voler au FN, ou quasiment tout. Son idée, c'est de répondre en fait aux classes populaires, en disant voilà, on a le risque d'être un parti bourgeois, alors il va falloir trouver un bouc émissaire. Eh bien, c'est tout trouvé, c'est les migrants, ça marche de tout temps. C'est une stratégie dangereuse, mais qui a prouvé son efficacité. Alors, comment on peut prétendre à la suite à une politique d'ouverture? Comment on peut critiquer Orban, Salvini, les autres Européens sur leur politique migratoire quand on a la même? Parce que la politique du chiffre, elle est au cœur de la politique de l'asile en France. Vous avez à la Cour nationale du droit d'asile une volonté d'aller plus vite en passant par les ordonnances, une déshumanisation de l'accueil, de l'asile, des manques de structures, on en a déjà parlé, et des moyens et même des mesures coercitives pour ceux qui souhaitent accueillir les migrants et pour les migrants qu'on va remettre à la frontière, notamment vers l'Italie. Alors, avec Emmanuel Macron, à le regarder, on a l'impression d'un touriste en fait qui découvre la France et qui, tel Monsieur Jourdain, se met à faire du Marine Le Pen sans le savoir. Alors c'est bien. Avant de se présenter à l'élection, il aurait peut-être dû faire le tour du pays, connaître un peu le pays, plutôt que de trouver cette nouvelle découverte en disant que oui, les classes les plus défavorisées, selon lui, subissent le chômage, la pauvreté et l'immigration. C'est pas que ça. Je crois que le projet d'Emmanuel Macron est en train de se clarifier. Derrière En Marche, on voit qu'il a le souhait de refonder un bloc bourgeois traditionnel, derrière la défense d'une classe, de ses intérêts, autour de l'argent, de la défiance envers les assistés, on va dire les pauvres, et puis d'une haine à peine dissimulée pour les boucs émissaires que sont les étrangers. C'est grave, parce que ça va encore diviser les Français davantage. C'est une stratégie politique, bien sûr, pour casser davantage le Front National et récupérer quelques voix, mais je doute que Emmanuel Macron soit populaire. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour ces députés de La République En Marche qui ont cru au Nouveau Monde, qui ont adhéré à ce projet, et je pense que cette promesse risque d'en laisser un paquet sur le bord de la route s'ils sont sincères. Et puis une pensée aussi pour ceux qu'on appelle affectueusement les castors. Vous savez, c'est ceux qui votent à chaque élection, pas selon leur sensibilité politique, mais pour construire un barrage contre Marine Le Pen. Mais ils se rendent compte que le plan de l'architecte était faussé, et depuis tout ce temps-là, ils ont construit une autoroute. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans le grand débat d'Allons plus loin tout à l'heure. Merci beaucoup Alexis Philippe Dallier. Vous aussi, vous avez été surpris par le discours d'Emmanuel Macron portant sur l'immigration, sur les mots qu'il a employés. Ils sont beaucoup commentés depuis 24 heures. Plus rien ne me surprend. Écoutez, moi je cherche toujours quelle est la colonne vertébrale du président de la République et de la République En Marche. Que ça soit sur les aspects économiques et budgétaires, réduction des dépenses publiques, les allègements de charges pour les entreprises, on est parti sur une piste en 2017. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Alors, on peut imaginer qu'il réajuste sa politique aussi. Oui, il réajuste, oui, effectivement. Oui, adieu le retour à l'équilibre budgétaire, tant pis pour les 100% de dette pour le PIB. Enfin voilà, alors maintenant, effectivement, sur l'immigration, là, le volte-face est encore plus étonnant, plus surprenant. Mais tout ça, c'est du calcul électoral. Enfin, vous disiez que tout ça était fait pour casser le Rassemblement national, mais pas du tout. Tout ça, c'est fait pour casser les Républicains et tous ceux, et les anciens socialistes, et tous ceux qu'il aimerait voir disparaître purement et simplement. Il est déjà dans la campagne de 2022, il nous a fait le coup aux européennes, entre Le Pen et moi, il n'y a rien. Ben, ça continue pour les municipales, et ben, ça va s'amplifier jusqu'aux élections présidentielles de 2022. Il rêve d'un second tour, effectivement, face à Marine Le Pen ou à la nièce, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est ça l'objectif. Donc c'est du cynisme, c'est absolument incroyable. Il fait beaucoup plus de politique finalement. Prenez le cas de l'AME, l'aide médicale d'État. Oui. Un grand sujet. Tous les ans ici, en loi de finances, on repose la question. Il ne s'agit pas de supprimer l'aide médicale d'État. Personne ne propose de la supprimer, si ce n'est peut-être Marine Le Pen. Mais nous, on propose effectivement de redéfinir le panier de soins, parce qu'il y a quand même des choses qui sont financées par l'AME qui ne devraient pas. Pendant 2 ans, on nous a dit non, il est hors de question, etc. Et maintenant, paf, à la veille de la discussion de la loi de finances, le gouvernement
gouvernement nous dit ah ben si finalement il y a des choses à regarder. Alors encore une fois, le Sénat aura été précurseur. On aurait mieux fait de nous écouter comme avant la crise des Gilets jaunes sur les taxes sur l'essence. Sur les 80 km. Ce qui m'épate, moi, cette capacité à faire volte-face, c'est incroyable. Alors effectivement, je pense qu'un certain nombre chez En Marche doivent se demander où ils habitent aujourd'hui, parce que tout est possible. D'où la pensée émue d'Alexis Poulain, au député En Marche. Moi, je ne comprends pas. Enfin, on a vu déjà sur le vote du CETA, hein, ça tanguait un peu. Il y a pas mal de députés qui ne comprenaient pas, hein, puisque la promesse était quand même sur l'écologie autre que ce vote-là. Et sur l'immigration, je ne pense pas que ça va passer de manière très calme non plus au sein des troupes. Enfin, ceci étant dit, il y a quand même une chose à rappeler, c'est que, et pour autant, il ne faut pas ne pas traiter du sujet. Non, bien sûr. Parce qu'il n'y aurait rien de pire. Or, on a eu trop tendance dans le passé, tout gouvernement confondu, et remontons à Mitterrand qui utilisait fort bien le Front National et Jean-Marie Le Pen à l'époque, on a vraiment le sentiment que tout ça est de retour. Mais d'un côté, dire qu'il n'y a aucun problème à regarder, ça fait monter le Front National. De l'autre côté, utiliser politiquement et électoralement le Front National, c'est exactement la même chose. Donc, quand dans ce pays pourrons-nous un jour, effectivement, regarder ces problèmes sereinement et essayer de prendre... Sans hystérie. Sur le fond, vous applaudissez. En plus, certains y voient l'influence de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Écoutez, parvenir 10 ans en arrière, enfin, on est dans un contexte qui est radicalement différent. Mais ils sont proches. La crise ils se parlent. Ils se parlent. Oui, ils se parlent. Bah, écoutez, que l'ancien président de la République... Non, vous n'y croyez pas l'influence de Nicolas Sarkozy sur la politique d'Emmanuel Macron? Ils ne sont pas proches à ce point-là. Je ne sais pas qui peut influencer Emmanuel Macron. C'est assez drôle, en quelques jours, on a eu Marine Le Pen qui a beaucoup parlé d'écologie. On a aujourd'hui Emmanuel Macron qui nous parle beaucoup d'immigration. Tout cela est à fond renversé. Je ne sais pas s'il y a un lien. Je n'irai pas jusque-là, en tous les cas. Et ça a fait l'objet d'un papier de Marianne. C'est pour ça que je vous en parle. Allez, vous restez avec nous. LPL continue. C'est l'heure de Ça se passe chez vous. Encore un sujet que vous allez commenter pour nous, Philippe Dallier. Et toute la semaine, on se penche sur le blues des maires et sur les difficultés qu'ils rencontrent. Certains raccrochent les gants et puis d'autres ont décidé au contraire de s'accrocher. C'est le cas du plus jeune maire du Puy-de-Dôme. Il a lancé de très gros chantiers pour redynamiser sa commune et même si ce n'est pas toujours facile, il voit sa mission comme une vraie vocation. C'est un reportage de Jonathan Dupriez et de vous, Quentin Kelmet. À tout de suite. C'est une statistique qui avait beaucoup fait réagir l'an dernier. Un maire sur deux hésite à se représenter en 2020. Principale raison invoquée, le temps considérable dédié à la commune, mais aussi le manque de moyens. Et pourtant, cette fonction de maire, elle attire certains jeunes, comme ici à Oliergues. Dans ce village de 800 habitants, tout le centre-ville a été réaménagé. Nouvelle pharmacie, plusieurs logements réhabilités, une nouvelle place au centre du bourg. Le projet intitulé Oliergues 2030 a été terminé en juin dernier, 11 ans avant la date prévue. Qu'est-ce que ça a représenté en fait ce projet Oliergues 2030 en termes de revitalisation? C'était une ville qui était en train de s'endormir et vous l'avez réveillée? Oui, effectivement, la problématique des désertifications des centres-bourgs est un problème réel. Nous avons pris ce sujet à bras le corps et dans l'idée c'était de redonner de la vie à un îlot de bâtiments qui était vétuste avec des arrêtés de péril imminents. Un projet porté par le maire, Arnaud Provenchère, qui a multiplié les démarches pour obtenir toutes les subventions nécessaires. On peut aller voir le point de vue là? Oui. Le projet a coûté 1,2 million d'euros, une somme réunie en multipliant les dossiers de financement. Quand vous avez été élu en 2014, vous aviez 29 ans, on se dit que c'est un projet colossal. Vous n'avez pas eu peur de vous lancer? Effectivement, c'est le plus gros projet réalisé sur le département du Puy-de-Dôme. Si on prend en compte le nombre d'habitants sur la commune, donc c'est énormément de travail, mais ça s'est fait tout naturellement avec l'aide effectivement de nombreux partenaires comme le parc Livradois-Forez, l'État nous a aidés. Est-ce que le nombre d'habitants a augmenté à Oliergues depuis les travaux? Depuis l'année dernière, on constate une augmentation du nombre d'habitants. Ça vous rend fier, non? Effectivement, le challenge était là et je crois que c'est plutôt une réussite. Monsieur le maire, le plus compliqué, c'est de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie d'élu. Concilier une vie professionnelle et une vie de maire, c'est pas facile au quotidien. Il faut jongler sur les différents emplois du temps. Et en termes de rémunération, tout le temps que vous passez dans votre mairie, c'est du temps où vous n'êtes plus rémunéré par votre employeur. Alors, quand je dois m'absenter de mon travail pour des raisons
de mairie, j'ai le droit de poser des heures d'absence. Par contre, effectivement, je ne suis plus rémunéré sur ces heures-là. Et alors, vous êtes maire d'une commune de 800 habitants. Est-ce qu'on peut faire le point sur votre indemnité d'élu? Je touche 1050 € par mois net. Alors que c'est des fonctions qui peuvent vous prendre combien des fois plus de temps que votre emploi salarié? Sur le mandat, j'ai passé plus de temps à la mairie qu'à mon travail par semaine. Arnaud Provenchère hésite toujours à se représenter aux élections municipales de 2020. Le plus jeune maire du département a pourtant pu réaliser un projet d'envergure sur sa commune, mais il le reconnaît, ce mandat prend beaucoup de temps et ce au détriment de sa vie de famille. Voilà encore un beau reportage, ça se passe chez vous. C'est presque émouvant de regarder ce reportage, Philippe Dallier. Qu'est-ce que vous inspire le cas de ce jeune maire? Vous lui dites chapeau? Ah oui, chapeau, oui. Et ce que j'espère d'ailleurs, c'est que nos concitoyens, j'espère qu'ils deviennent de plus en plus conscients de la difficulté de l'exercice du mandat. Les maires sont les élus les plus respectés, nous disent les sondages, mais malgré tout, moi qui ai été maire pendant 22 ans, au fil du temps, on voit que les choses quand même se sont érodées, que beaucoup de nos concitoyens sont de plus en plus exigeants, ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à régler tel problème. Enfin, voilà, il y a quand même Ils attendent tout du maire? Ils attendent tout du maire, même ce qu'il n'est pas en pouvoir d'obtenir d'ailleurs, ce qui pose des difficultés. C'est à la fois le plus beau mandat, le plus passionnant, le plus exigeant. Voilà, alors je comprends effectivement que ce jeune se pose des questions parce que souvent on sacrifie sa carrière professionnelle et sa vie de famille. Vous aussi, vous l'avez senti ce virage dans la population avec cette exigence qui monte? Vous-même, vous l'avez oui. Moi j'avais 32 ans quand j'ai été élu maire en 1995 et je dois vous dire que la situation aujourd'hui elle est radicalement différente. Elle est radicalement différente parce que beaucoup de choses se sont dégradées, c'est-à-dire que les incivilités se multiplient. En matière de pouvoir de police du maire, dont on parle beaucoup, alors certes, dans sa commune, le sujet n'est peut-être pas le plus important, mais dans les communes de banlieue, c'est devenu presque le sujet principal. C'est-à-dire de quoi s'agit-il exactement? Mais c'est que les maires on se tourne vers le maire pour tous les problèmes et on attend qu'il règle tous les problèmes. Si ce n'est qu'il n'a pas sous sa coupe la police nationale, ni le tribunal de Bobigny, ni les services fiscaux, etc. Donc les gens ne comprennent pas que la puissance publique soit impuissante à régler un certain nombre de difficultés qui deviennent chroniques. Alors il y a effectivement tout le côté aménagement de la commune, tout ça c'est fort passionnant, mais le poids que prennent aujourd'hui les problèmes liés à la vie de tous les jours, aux incivilités, ça devient énorme. Le gouvernement a l'intention de donner un peu plus de pouvoir aux maires? Écoutez, on va en discuter dans le texte qui vient, etc., notamment sur ces fameux pouvoirs de police. Oui, c'est dans le projet de loi. Alors ça, dans un sens, tant mieux. Moi, ça fait longtemps que je plaide pour un renforcement de ces pouvoirs de police, mais tous les élus locaux ne sont pas d'accord, parce qu'il y a le revers de la médaille. C'est quoi le revers? Ils sont seuls face au problème. C'est-à-dire que dans les petites communes où vous n'avez pas de police municipale, eh bien, même si on vous renforce votre autorité en vous donnant plus de pouvoir d'amende, etc., c'est quand même vous qui allez frapper à la porte de l'administré qui respecte pas la loi. Donc certains ne veulent pas de ce pouvoir. Eh ben, ils disent qu'en tout cas, ils sont seuls et qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'État leur délègue beaucoup de responsabilités aussi. Et certains craignent effectivement, je ne vais pas dire d'assumer leurs responsabilités, mais en tous les cas, le poids va être encore plus important. Moi, je pense cependant qu'il faut aller dans cette direction-là. Je vais vous donner un seul exemple. Les débits de boissons qui sont ouverts jusqu'à des heures indues la nuit, en outrepassant les heures limites de fermeture, il faudrait que le maire puisse décider de fermer. Aujourd'hui, il faut que le maire constate, il faut qu'il écrive au préfet, que le préfet prenne une décision de fermeture d'une semaine. Tout ça prend 6 mois, 8 mois, 12 mois. Enfin, il y aura une amende importante, je donne un chiffre, 2 000 €. C'est le maire qui peut décider de l'amende. Elle peut être contestée en justice, mais avec effet immédiat, j'aime autant vous dire qu'on réglerait un certain nombre de problèmes. Alors, effectivement, il faut vouloir assumer cette responsabilité. Mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là parce que la société a tellement évolué que beaucoup de maires se sentent démunis et ça pose une vraie difficulté. Et un mot de la rémunération. On voit ce jeune maire qui gagne un tout petit peu plus de 1 000 € par mois. Écoutez, sur ces sujets-là, on n'ose plus rien dire. D'ailleurs, on ose à peine en débattre au Parlement parce que dès qu'on parle d'indemnité des élus, on est regardé. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que les élus sont tous pourris, tous trop payés, ne font rien, etc. etc. Ça, c'est ce qui se dit sur le trottoir. Rarement, les gens viennent vous le dire en face quand vous êtes élu et qu'ils discutent avec vous. Mais l'opinion générale au travers des sondages, c'est ça.
Ouais. Et quand vous avez effectivement une trentaine d'années, que vous êtes père de famille et que vous devez assumer ces responsabilités-là, et en plus continuer à travailler, enfin moi je l'ai fait, hein. J'ai été élu maire, j'ai continué à travailler à 50% parce que c'était impossible pour moi d'abandonner complètement mon boulot. Ouais. Et puis en plus quand vous avez 32 ans, que vous vous dites j'arrête de travailler, qu'est-ce qui se passe dans 6 ans, etc. etc. Et ça, on peut même plus en discuter sereinement parce que voilà, on est dans le tous. Dès qu'on parle d'argent pour les élus, ça devient dramatique, quoi. Et on a bien compris que la mission des maires était devenue très compliquée. Merci infiniment Philippe Dallier d'être venu nous voir sur ce plateau. Merci à tous les trois d'être intervenus dans le club d'Allons plus loin. On vous retrouvera évidemment très régulièrement sur le plateau de Public Sénat. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi à 2 études françaises très inquiétantes sur l'évolution des températures de la planète. Le réchauffement climatique pourrait être pire que prévu et le scénario est confirmé par d'autres modèles étrangers. En fait-on vraiment assez pour limiter ce réchauffement? Quelle responsabilité de nos dirigeants? Là encore, eh bien, on va se poser toutes ces questions avec nos invités juste après les explications de Louis Duménil. C'est un nouvel acte dans le scénario catastrophe. 7 degrés en plus à la fin du siècle, c'est ce que prévoient des laboratoires climatologiques dans le cadre du programme mondial de recherche sur le climat. Mais un scénario évitable, car les chercheurs en ont prévu 7 autres d'ici 2100. Plus 7 degrés, ce serait la pire des conjonctures dans le cas d'une croissance économique rapide, alimentée par des énergies fossiles, sans aucune politique de limitation. Pire encore, un seul scénario sur les 8 étudiés permettrait de respecter l'accord de Paris et la limitation à 1,5 degré supplémentaire. Alors pourquoi une telle réévaluation? Parmi les raisons avancées, la prise en compte plus importante des effets de l'humidité et de la vapeur d'eau considérée comme un gaz à effet de serre. Enfin, quels seront les effets visibles? Dans le pire des cas, les vagues de canicule comme celle de 2003 deviendraient la norme après 2050. Autre conséquence, une fonte totale de la banquise chaque été à partir de 2080. Pour éviter cela, toutes ces conclusions serviront de base au prochain rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Sophie Primas, bonjour. Sénatrice LR des Yvelines, Guillaume Gontard, bienvenue. Sénateur rattaché au groupe communiste de l'Isère, vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Hervé Kempf, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Et Marc Girondeau, bienvenue. Vous êtes membre fondateur de l'association Transition écologique En Marche. Bienvenue à tous les 4. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord dire un mot de ces 2 modèles français très alarmants? Hervé Kempf, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Ils sont tout à fait crédibles. Il y a à peu près une dizaine de grands modèles de simulation du climat dans le monde et les équipes françaises sont vraiment parmi les meilleures. Donc cette présentation est très intéressante. Qu'est-ce qu'ils disent en gros? Alors un modèle de simulation, c'est un modèle de prédiction selon certaines hypothèses. Donc ce qu'ils disent, c'est que si rien ne change, que l'on a une forte croissance mondiale et que l'on continue à reposer massivement sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, le réchauffement climatique pourrait atteindre plus de 6 voire 7 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme et qui est pour l'instant le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, se tablait plutôt en se basant sur les différents modèles sur 5 et quelques. Donc annoncer plus de 6, voire 7, c'est un chiffre très élevé. Un autre point très intéressant, c'est que dans le scénario optimiste, en fait les simulateurs, les climatologues font des familles de scénarios selon différentes hypothèses. Donc dans l'hypothèse optimiste où on a des vraies politiques de sobriété, où on cherche vraiment à réduire les consommations d'énergie, on est à l'horizon 2100 autour de 1,9 degrés Celsius, c'est-à-dire quasiment 2 degrés. L'objectif qu'on s'est fixé lors des accords de Paris en 2015, mais ça suppose un changement de politique économique et de politique de consommation radicale. On va y venir. D'abord, peut-être, j'ai lu des articles où on parlait de conséquences apocalyptiques, Marc Girondeau, si un tel scénario se produisait. Alors, effectivement, pour beaucoup, moi je travaille plutôt sur la biodiversité. Et, concernant la biodiversité, plus 7 degrés, c'est énorme. On a des changements d'air de répartition qui vont être très importantes, avec pas mal d'espèces qui ne peuvent pas suivre ce rythme. Donc qui disparaîtront? Donc qui disparaîtront. On aura un changement complet, un bouleversement complet des écosystèmes que pour l'instant, on ne sait pas prédire. Qui a déjà commencé? Alors, qui a commencé, mais
quand même dans un niveau beaucoup plus raisonnable. Mais 7 degrés, on ne sait même pas exactement ce qui peut se passer. Guillaume Gontard, qu'est-ce que vous inspire ces deux études dont on commence à beaucoup parler, hein. Elles sont parues aujourd'hui et ça prend, hein, sur les réseaux sociaux, comme on dit. Oui, je pense déjà qu'il faut parler au présent, parce qu'on a l'objectif, enfin en tout cas on nous annonce 7 degrés, mais à l'heure actuelle, moi je suis d'un territoire de montagne, dans les Alpes, qui est impacté, je dirais, 2 fois plus que les autres, et tous les jours on voit l'impact de ce réchauffement climatique, que ce soit sur les glaciers, qui pour certains n'existent presque plus. C'est quand même les ressources en eau et nos futures ressources en eau. Et on le voit sur les montagnes qui s'écroulent. On a eu ça cet été et à plusieurs reprises, donc des impacts très importants, des villages qui sont ravitaillés par camions et par citernes. Donc on voit bien que c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Et moi, ce que je retiens notamment du rapport du GIEC et puis de ce nouveau rapport, c'est qu'il faut agir tout de suite et que c'est les mesures qu'on prendra immédiatement et tout de suite qui auront un vrai impact, et que chaque degré, chaque moitié de degré qui sera pris ne sera pas récupéré. Et donc c'est maintenant et tout de suite qu'il faut agir. Oui, parce que de tels scénarios, Sophie Primas, ne se produiront que si on ne change rien. Alors que faut-il changer? On parle... Qu'est-ce qui pollue le plus finalement? Qu'est-ce qui produit le plus de CO2? On parle beaucoup, et malheureusement pour les agriculteurs, des pratiques agricoles par exemple. Oui, enfin je pense qu'il y a peut-être les pratiques agricoles, mais de toute façon les transports sont un secteur d'activité sur lesquels évidemment on a beaucoup d'émissions, à la fois de particules fines pour la santé, mais aussi de CO2. Je pense que déjà, si on se concentrait sur la problématique des transports, ça serait un énorme effort qui serait réalisé. Pour ça, c'est des très très gros investissements, parce que c'est des changements de modèle de notre mobilité, mais c'est surtout des investissements qu'il faut faire. Bien sûr, en France, on n'est pas exempt de tout effort et de tout changement de modèle, mais il faut le faire aussi dans des pays qui sont en forte pression de métropolisation. Il se trouve que pour le Sénat, la semaine dernière, nous sommes partis en mission en Inde. C'est hallucinant. Enfin, les villes sont en train de devenir des mégalopoles avec 15 millions, 20 millions d'habitants. Sans aucun respect de l'environnement. On en tient compte? Si, ils font des efforts, mais ils sont tellement loin. Ils sont tellement loin dans les réseaux. Alors, ils commencent à parler de Smart City à Bangalore, etc. Mais ils sont très, très loin. C'est-à-dire que vraiment, on a une pollution de la mobilité qui est palpable. Et ça, véritablement, là-dessus, il y a aussi urgence. Et ça ne nous exonère pas d'efforts en France, hein. Je crois qu'il y a des efforts aussi à faire pour soutenir ces pays au travers de dispositifs de soutien à l'investissement, notamment sur les mobilités. Hervé Kempf. Je crois qu'il faut balayer devant sa porte avant de regarder vers l'Inde. Enfin, je suis très heureux que vous ayez fait ce voyage, et évidemment ce que vous dites sur l'Inde est exact, mais enfin il faut quand même rappeler que les émissions par habitant de l'Inde sont de l'ordre de 0,700 kilos de CO2 par an, alors que pour un Français c'est de l'ordre de 6 tonnes de CO2 par an, équivalent CO2. Et si on intègre aussi toutes les consommations importées, parce qu'on importe beaucoup d'objets de Chine, d'Inde, de Tunisie et de beaucoup d'autres pays, ça serait encore plus élevé. Vous voulez dire que le problème vient beaucoup plus finalement des pays occidentaux que... Oui, tout à fait. Balayons à notre porte, ayons nous-mêmes une politique de sobriété, et puis après on pourra regarder ce qui se passe en Inde, et peut-être que si on a un bon modèle, les Indiens et les Chinois et peut-être d'autres pays regarderont. Mais nous restons les pays occidentaux restent les plus massivement développés, et puisque des émetteurs de CO2, et puisque vous parlez de transport, il va bientôt être publié dès demain, et Reporter en rendra compte rapidement, le fait que la France voit ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport augmenter de l'ordre de 5% par an, ce qui est beaucoup trop. Alors, réduisons en France les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, faisons du vélo, du train, voilà. Le message est passé, Guillaume Gontard. Je trouve que le discours que je viens d'entendre, c'est un petit peu un discours habituel, c'est que il faut, on va montrer du doigt les autres pays, on va dire que chez nous on fait déjà très bien, qu'il faut aller doucement, qu'il faut expliquer, qu'il faut du temps. Et je pense que justement on n'a plus de temps. Et je pense que il faut écouter en fait les scientifiques, tout simplement. On a vraiment le programme de ce qu'il faut faire. Et je dirais que moi j'entends souvent, et puis en particulièrement au Sénat, de dire il faut être pragmatique, réaliste, avoir du bon sens. Et bien je pense que c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit pragmatique, qu'on ait du bon sens, qu'on regarde l'état des choses, qu'on regarde ce qu'on peut faire. Et je dirais que pour l'instant,
on est toujours au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on est la politique du en même temps, bien connue d'Emmanuel Macron, sauf que cette politique du en même temps, elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas, et c'est pas ça qu'on attend. On le voit sur l'Amazonie, on peut donner des leçons, sauf qu'on a autorisé, je ne sais plus, 350 000 hectares de forêt sur de la recherche minière. Donc c'est à chaque fois cette ambivalence et pas de clarté sur le discours. Sur l'agriculture, c'est de la même manière. On peut pas avoir en même temps, on peut pas avoir un ministre de l'Agriculture qui va nous dire que si on repousse à 125 mètres... on en a beaucoup parlé hier. Effectivement, c'est un autre débat. On va juste poursuivre cette discussion. Sauf que dire que c'est de l'artificialisation des sols, ça me paraît pas acceptable. Et on en a débattu hier sur ce même plateau. On va poursuivre cette discussion. Je voudrais d'abord qu'on fasse un petit détour par la salle des conférences. On va recueillir la réaction de Ronan Dantec, le sénateur écologiste qui est au micro d'Alexandre Poussard. Ronan Dantec, des experts français du climat prévoient une hausse de 7 degrés de la température de la planète en 2100. Avec ce constat, on a l'impression que c'est irréversible. Alors, donc ce sont bien les milieux scientifiques français les plus reconnus, notamment l'Institut Simon Laplace, qui ont sorti cette nouvelle étude. Le plus 7 degrés, c'est si on ne fait rien du tout. C'est s'il n'y a aucun effort de fait à l'échelle planétaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la fin du XXIe siècle qu'on arrive à ce résultat absolument catastrophique. Donc ça ne veut pas dire qu'on est condamné aux 7 degrés, surtout pas. Ça dit au contraire l'urgence d'agir, puisque aucune société ne va s'adapter à plus 7 degrés. Plus 7 degrés, c'est le double de différence de température entre l'âge glaciaire et aujourd'hui. Autant dire que c'est même inimaginable à concevoir. Donc, ce que nous disent aujourd'hui cette communauté scientifique reconnue, ce n'est pas quelques scientifiques un peu en marge, c'est vraiment les grands organismes scientifiques de l'État français, c'est qu'il y a urgence à agir. Donc plus que jamais, il faut que la France tienne ses propres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est ça qui crédibilise l'accord de Paris et permet aux autres États aussi de se sentir en obligation de tenir leurs propres engagements. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, le deuxième enseignement, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, et c'était le sens de notre rapport avec Jean-Yves Roux, il va falloir s'adapter, mais essayer de s'adapter plutôt aujourd'hui sur un horizon de plus de degrés à 20-30 ans. Et justement, vous aviez coécrit, vous le disiez avec votre collègue RDSE Jean-Yves Roux, un rapport pour l'adaptation de la France au réchauffement climatique. Alors, quelles sont les mesures que vous préconisez pour s'adapter à ce réchauffement ? D'abord, qu'on ait une vision claire des risques et des enjeux. C'est-à-dire qu'on manque encore de connaissances scientifiques. Les enjeux ne seront pas les mêmes suivant les territoires. C'est pas pareil si on est sur une sécheresse très forte, comme ça va être le cas sur le bassin Adour-Garonne dans le sud-ouest, ou si on est d'abord sur des enjeux de montée des eaux, comme dans le nord de la France. Donc il nous faut des réponses territorialisées. Et nous, on insiste beaucoup dans ce rapport sur le fait que chaque territoire doit avoir accès à toutes les données, à toutes les connaissances, que Météo France, dont on vient ici d'élire la nouvelle présidente, doit se mobiliser sur ces enjeux aujourd'hui, et qu'après, à chaque territoire, une stratégie spécifique. Et d'ailleurs, en tant que président du comité d'orientation du programme national d'adaptation au changement climatique, on a mis ce volet adaptation des plans climat au cœur de la stratégie. Néanmoins, il y a des enjeux évidents qui arrivent tout de suite, notamment la question de l'eau. Il faut trouver aujourd'hui un usage très économe de l'eau, notamment en agriculture. Ça, c'est une priorité immédiate. Très bien. Merci beaucoup, Ronan Dantec, pour votre éclairage. Voilà, Alexandre Poussard en salle des conférences. Marc Girondeau, il y a des décisions politiques immédiates à prendre, des mesures à prendre immédiatement? Alors déjà, je voudrais juste revenir un petit peu sur le rapport là qui vient de sortir, puisqu'en fait on nous dit que jusqu'en 2040, la trajectoire est déjà en train d'être sur le tracé, merci. Et donc on doit s'adapter. Je rejoins complètement ce qu'a dit Ronan Dantec. Voilà. Donc on doit s'adapter, c'est-à-dire qu'on doit construire, on doit prévoir nos villes pour déjà au moins plus 2. Plus 2, ça me semble même un petit peu Mais quand optimiste. on dit on, c'est qui? Ce sont les dirigeants des pays? On est dans une période où on va avoir des élections municipales, on a les collectivités locales, territoriales, qui sont vraiment à même de prendre des décisions. Construire des villes complètement minérales, ça n'est plus possible. On a des arbres dans les villes, il faut les maintenir, il faut créer les forêts urbaines. On doit aller vers de l'adaptation. Mais vous, par exemple, vous attendez
attendez plus du gouvernement, de l'exécutif, des ministres? C'est à ce niveau-là aussi que ça se passe. On a des dirigeants aujourd'hui sur la planète qui sont climato-sceptiques. Est-ce que ça c'est catastrophique justement pour aller dans ce sens-là? C'est catastrophique. De toute façon, l'enjeu mondial doit être géré au niveau du gouvernement. Ça, c'est clair que les conventions internationales, c'est au niveau du gouvernement qu'on doit avoir des décisions qui sont prises. Après, localement, c'est chaque collectivité, chaque maire qui doit faire son propre agenda pour réduire ces gaz à effet de serre. On a parlé de l'agriculture, c'est vrai, il y a l'agriculture, il y a le logement qui est un élément très très important pour l'émission des gaz à effet de serre. Il y a replanter des zones qui permettent de capter du CO2. Tout ça, ça doit être fait ensemble. Le gouvernement peut donner des impulsions, mais c'est vraiment au niveau local que ça doit se faire. Sophie Primas, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Il y a tous les niveaux qui doivent agir en même temps. Je ne voudrais pas qu'on croie à la fin de cette émission on n'est pas encore à la fin, mais non, allez-y. À la fin de cette émission que rien n'est jamais fait, ni par les élus locaux, ni par les élus nationaux. Moi, je trouve que quand même, c'est des sujets. Alors peut-être qu'on ne va pas assez loin, peut-être qu'on ne va pas assez vite, mais c'est des sujets qui sont tout à fait abordés par les maires de notre pays. Et pris très au sérieux. Pris très au sérieux. Moi, j'ai été maire d'une commune, j'ai beaucoup fait pour essayer d'aller dans ce sens, mais il se trouve que j'ai une autoroute qui traverse ma ville. Donc je peux pas, j'ai beau être maire, j'ai beau être même sénateur, et à l'époque sénateur-maire, je peux rien faire pour empêcher les émissions de l'autoroute localement, je veux dire. Donc il y a un engagement des maires dans la façon dont ils construisent les villes, effectivement pour éviter le minéral, dans la façon dont ils reverdissent, on va dire, dont ils gèrent aussi la relation de leurs habitants avec la nature. Parce qu'il y a une demande des citoyens, il y a une demande absolument. des Moi, j'étais à côté de Joël Labbé quand on a signé cette loi pour empêcher, par exemple, l'utilisation des phytosanitaires. Mais ça, c'est peut-être long dans les faits à arriver, mais c'est très long dans les habitants à faire passer, parce que au-delà de la prise de conscience qu'on a sur les plateaux, de la prise de conscience bienveillante de la population, quand vous avez des herbes au cimetière ou quand vous avez des herbes dans les rues, vous vous faites assassiner comme maire. Donc, il y a toute une pédagogie qui se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment un travail de fond. Il y a aussi beaucoup de législations qui ont été commencées. Alors, bien sûr, ça va jamais assez loin, bien sûr, ça va jamais assez vite, mais tout ça est enclenché quand même depuis des années. Alors, il faut peut-être passer la seconde, il faut peut-être passer la troisième, même assez rapidement. Mais voilà, je ne voudrais pas qu'on quitte cette émission en pensant que personne ne fait rien. Oui, parce que tout le monde se souvient quand même des accords de Paris sur le climat, Sophie Primas. Tout le monde se souvient des sourires, de l'émotion de ce 12 décembre 2015. L'ensemble des 195 délégations approuvait un texte relativement ambitieux, un accord entré en vigueur le 4 novembre 2016. Et depuis, qu'en est-il? L'eurodéputée LR Agnès Evren a pointé du doigt l'énorme décalage entre les promesses, les engagements et les actes des pays signataires. Et elle accuse notamment, elle aussi, les villes. C'était ce matin en séance plénière à Strasbourg. On l'écoute. 4 ans après la signature de l'accord de Paris, on constate un décalage abyssal entre les engagements qui ont été pris et les actions menées par les pays signataires, notamment certains gros pollueurs. Or, Monsieur le Commissaire, votre communication oublie de mentionner le rôle crucial des villes dans la lutte contre le changement climatique, alors que la moitié de la population mondiale y vit. Bâtiments trop énergivores, chauffage domestique encore souvent vétuste, saturation du trafic routier, espaces verts trop rares. À l'échelle planétaire, les villes produisent plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU a identifié les villes et l'action locale comme l'un des portefeuilles d'action prioritaires. Alors tout le monde va réagir, mais Sophie Primas, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir parce que Agnès Evren, avec beaucoup de bon sens, dit par exemple... pointe l'importance des villes et l'importance du logement, comme vous le faisiez tout à l'heure. Nous, on avait proposé, quand il y a eu ce grand effet sur le logement et les bailleurs sociaux, etc., on avait proposé que les bailleurs sociaux se regroupent, fassent des économies et que ces économies soient pointées vers l'efficience énergétique des bâtiments. On avait eu ces débats en séance. Bon, c'est pas le choix qui a été fait pour des raisons budgétaires, etc., mais aujourd'hui, on sait qu'une grande partie des gaz à effet de serre, de l'énergie
gaspillé, il passe par la réhabilitation du logement français, donc du logement ancien. Donc, tant qu'on n'aura pas donné ce coup de main et ce coup d'incitation, on aura des difficultés. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même toutes les informations qu'il nous faut, qu'on a fait le constat, qu'on est tous d'accord, Hervé Kempf, et puis finalement, on a quand même du mal à passer la seconde. C'est pas qu'on a du mal, c'est qu'on ne veut pas. Alors, pour vous, c'est politique. Pour vous, ça relève de décisions politiques. Et puis, après tout, ici, vous êtes sénateur et sénatrice, donc représentante du peuple souverain, donc vous êtes au niveau de l'exécutif. Et au moment des municipales, on parlera de ce que peuvent faire les villes et les maires, mais n'accablons pas les maires et les madame maires aujourd'hui. Parlons de l'exécutif et de ce qui se fait. Et là, l'exemple de la rénovation thermique. Je ne crois pas qu'on soit dans l'exécutif, pardon, mais ni l'un ni l'autre. On n'est pas dans l'exécutif, on est au Parlement. Mais je ne vous mets pas là en cause, je remonte encore un échelon, mais vous avez le rôle de contrôle de l'exécutif. Vous parlez à toute très juste raison de l'efficacité énergétique ou de la rénovation thermique dans les logements. C'est quelque chose qui traîne depuis des années et on n'a toujours pas, avec le gouvernement de M. Macron et de M. Philippe, de vraie politique dans ce domaine. Et c'est absolument crucial. On pourrait prendre d'autres exemples. Le projet d'Europa City, M. Gompard citait à très juste titre l'artificialisation des terres, qui est une cause et de la difficulté des agriculteurs et des émissions de gaz à effet de serre. Il faut arrêter l'artificialisation des terres. Or, qu'est-ce que fait le gouvernement de M. Philippe avec M. Macron, qui, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 21 septembre, va tenir des grands discours sur le climat? Eh bien, on bétonne, par exemple, à Europa City, dans le triangle de Gonesse, aux portes de Paris, ou le GCO, à 2 pas de Strasbourg, où on fait une autoroute absolument désastreuse, etc. On pourrait parler de transport, les chemins de fer, les vélos, j'y reviens, c'est important. Et puis, vous parliez de conventions internationales, et bien que, par exemple, la France ne signe pas le CETA, qui est un accord qui va pousser encore le transport de marchandises et donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà ce qui pourrait être fait au niveau gouvernemental, et les maires, après, travailleront, j'en suis sûr. Guillaume Gontard. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a une action locale, et je pense que les élus le font très bien, sauf qu'il faut aussi qu'il y ait une direction nationale, et c'est là, je dirais, où ça pêche. Qui montre le chemin ? Bien sûr, qui montre le chemin. On a parlé des passoires thermiques, 7,5 millions de logements qui sont de véritables passoires thermiques. Moi, je veux bien, on a des discours, mais quand on arrive face aux choses et qu'on dit, il faut peut-être contraindre les propriétaires qui louent des passoires thermiques. Je veux dire, ils peuvent investir et qu'on veut contraindre un tout petit peu, puisque dans les amendements qui avaient été déposés, c'était très... même ça, c'est refusé. Donc, je veux dire, à chaque fois, on a une bonne raison d'attendre, de reculer, et des contradictions. Sur la question des énergies fossiles, parce qu'il me semble qu'il faut qu'on change un petit peu notre vision des choses. On a quand même un organisme, une entreprise EDF, qui est à majorité de l'État, qui a investi lourdement et largement dans les énergies fossiles. Donc on est dans ces contradictions complète et en permanence, et c'est vraiment de ça qu'il faut sortir. Alors je sais que Emmanuel Macron, c'est pas sa tasse de thé, l'écologie. Je sais que ça n'a jamais été son... Les marcheurs, il avait jamais réellement eu un vrai intérêt là-dessus. D'ailleurs, il nous fait le coup maintenant de l'immigration. Moi, je voudrais juste lui dire que la question, c'est le problème n'est pas l'immigration. Le problème, c'est la pauvreté, c'est le partage des richesses. Et quand on travaille sur le climat, on règle ces questions de pauvreté. Marc Girondeau. Alors, je vais répondre par rapport au programme d'Emmanuel Macron. Il nous reste une minute. Vous aurez au programme d'Emmanuel Macron. Donc le programme d'Emmanuel Macron, je vous enjoins à le lire sur l'écologie. C'était un programme qui était très très bien. Il y a des parties le lire, il faut le voir. Il y a des parties qui n'ont pas pu être faites sur la performance énergétique du bâtiment. Il y a eu des problèmes administratifs qui ont bloqué alors que le programme était très très bien. Globalement, le problème, c'est qu'on doit faire tout en même temps. Et c'est pas simple, mais il y a plein de choses qui avancent. Vous appelez à la patience, on est en période d'hésitation. Non, je dis pas la patience, faut tout faire en même temps, et c'est en train d'être fait. Simplement, quand on raisonne par du yaka faucon, ça va beaucoup plus vite, sauf que quand on est en pratique, vous avez été élu, pardonnez-moi. Je ne suis pas élu. Quand on est en pratique aux commandes, il faut faire tout avancer en même temps, et dès qu'on prend des mesures sur une taxe carbone mineure, on met 200 000 personnes dans la rue. Et on s'arrêtera sur ces mots. Et on s'arrêtera sur ces mots. Pardonnez-moi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce Sénat en clair. Restez avec nous sur Public Sénat. La suite d'Allons plus loin, c'est le match des idées. On va revenir notamment sur cette décision inédite du tribunal de Lyon. Il juge légitime de décrocher un portrait d'Emmanuel Macron. Confrontation de points de vue dans un instant. Mais d'abord, c'est l'interview politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Il a reparlé du glyphosate et des insultes, figurez-vous, dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux. Écoutez.
Moi, je vis dans une France qui ne veut pas être la France qui oppose les métropoles et la ruralité, l'urbain et le rural, l'agriculteur et le citoyen, en gros, le bobo et celui qui rame et qui trime pour faire manger. À proximité des habitations, ça c'est pas un problème de bobo, ça concerne les gens qui vivent en zone rurale, justement. Mais justement, nous prenons ces décisions, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de zone de non-traitement. C'est le gouvernement et sa majorité qui prennent les décisions et on se fait attaquer. Vous voyez bien que c'est purement politicien. Ça n'était jamais arrivé. Plutôt que de dire, très bien... La distance est faible. Mais la distance est faible. Mais qu'est-ce que vous mettrez comme distance, vous? La demande, c'est plutôt... Mais la demande de qui? La demande de certains maires, de certaines associations. Mais vous dites non pour 150 mètres. Mais vous n'êtes pas scientifique. Enfin, quand vous allez chez le médecin, que vous avez la grippe, qui vous donne des antibiotiques, qui vous donne des médicaments. Vous ne lui dites pas, non, je veux pas ce médicament, j'en veux un autre, et je vais en prendre plus ou je vais en prendre moins. Enfin, il faut être sérieux. Donc vous dites que c'est maire sans savoir, c'est ça? Regarde Mancini, je sais très bien que quand je dis ça, je me fais insulter, je me fais découper, je prends des tombereaux de merde sur la figure sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux vivre dans une société de la rationalité. Ce gouvernement est le premier gouvernement qui va quitter la dépendance aux produits phytosanitaires. Le premier au monde ou en Europe. Alors on va dire non, il y a le Sri Lanka. Très bien. Nous avons pris la décision de dire il faut mettre des chartes en place. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème. S'il y a un mur au bout du champ, il n'y a pas de problème de traitement, on peut traiter au pied du mur. S'il n'y a pas de mur, s'il y a une maison, eh bien évidemment, on va se reculer. C'est les zones de non-traitement. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est que ce ne sont pas les champs qui sont rentrés dans les villes et dans les villages, ce sont les villages qui ont fait des lotissements à perte de vue qui sont rentrés dans les champs. Or, aujourd'hui, troisième chose scientifique, il y a l'ANSES, l'autorité de sécurité sanitaire, qui évalue, qui fait ce qu'on appelle des autorisations de mise en marché. Nous avons demandé qu'elle les révise toutes, et on verra bien. Mais quand un produit est mis sur le marché, c'est qu'on peut l'utiliser, donc il faut faire très attention à cela. Voilà, alors après, on peut toujours nous dire, pour des confrontations politiques, ça ne va pas assez loin, etc. Mais moi, ce que j'aimerais qu'objectivement, on regarde les choses, et qu'on dise 150 mètres, ça n'a pas de sens. Peut-être à certains endroits, il faut plus, mais à plein d'endroits, il faudra moins. Donc cas par cas. Non, appuyons-nous sur la science d'abord, sur le rapport de l'ANSES, qui nous dit 5 à 10 mètres. Après, regardons de quoi il s'agit pour le traitement. Il y a ce qu'il y a des bus antidérives où il n'y a pas de produits qui partent. J'ai vu, moi, des équipements agricoles qui... Bon, bref, ne rentrons pas là-dedans. La science dit 5 et 10 mètres. Nous lançons la consultation. Les Français ont 3 semaines, maintenant ils ont plus que 2 semaines pour s'exprimer. Et à la fin de la consultation, nous regarderons. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est-il en train de durcir le ton, de prendre un nouveau virage? Y a-t-il une forme d'opportunisme politique? On va prendre le temps ce soir de se poser les bonnes questions avec nos invités. #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Nous irons bien sûr en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ils seront au micro d'Alexandre Poussard. Mais avant cela, le match des idées, confrontation de points de vue avec Alexandre Malafaye et Florent Vadillo. On va revenir sur cette décision de justice qui a créé la surprise hier à Lyon. Le tribunal correctionnel a relaxé 2 militants écologistes qui avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Eh bien, ils considèrent que ce mode d'action est légitime face à l'urgence climatique. Héloïse Grégoire nous explique tout cela. C'est une décision juridique inédite. 2 militants écologistes viennent d'être relaxés par le tribunal correctionnel de Lyon. En février dernier, ils avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie de la ville. Ils dénonçaient alors l'inaction du gouvernement contre le réchauffement climatique. C'est une excellente nouvelle puisque finalement la justice reconnaît que l'État français n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Il reconnaît que la France est en retard sur ses objectifs nationaux, sur des engagements que la France a pris dans sa législation. Dans sa décision, le juge déclare: le dérèglement climatique est un fait constant qui affecte gravement l'avenir de l'humanité. Le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire au suffrage exprimé lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation. Mais pour cet avocat, le tribunal correctionnel de Lyon n'est pas vraiment dans son rôle. Ce n'est pas un jugement historique.
Si je résume, je pense que le juge avait la possibilité de dispenser de peine les personnes qui ont décroché les portraits du président de la République, mais de là à dire qu'il n'y a pas eu d'infraction parce qu'il y avait un état de nécessité, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de décrocher ces portraits pour lutter contre le changement climatique, je pense que le juge là nous livre une opinion qui est assez personnelle mais qui est assez éloignée du code pénal. Même si le symbole est là, pas sûr que cette décision résiste à un procès en appel. Auparavant, d'autres décrocheurs ont été condamnés à des amendes dans des affaires similaires, comme à Orléans et Bourg-en-Bresse. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Alexandre Malafaille, bonsoir, bienvenue. Vous êtes président du think tank Sinopia. Florent Vadillo, bienvenue à vous également, bonsoir. Président du think tank L'Hétéré. Vous venez de publier avec Alexandre Papa-Emmanuel Les espions de l'Élysée, c'est à lire aux éditions Taillandier. Bienvenue à tous les deux. Comment vous l'apercevez, vous, cette décision de justice inédite, Alexandre Malafaille? Vous êtes choqué, surpris ou au contraire vous la saluez, cette décision? En fait, elle est extrêmement intéressante à décortiquer. Elle pose plein de questions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est sur le fondement, ce qui est dit sur en fait finalement l'impunité de l'infraction nécessaire qui trouve sa source dans le code pénal. On a l'article 122-7, voilà, qui permet en fait de décider que dans une circonstance particulière, quelqu'un qui se retrouve dans une situation particulière peut enfreindre des règles pour voilà, mener une action qui lui permet, lorsqu'il y a un danger, dit la loi, actuel ou imminent, de venir en aide à ou de venir en secours à. Donc sur le fond, voilà le cadre dans lequel le juge, si je puis dire, rend sa décision. Maintenant, ça pose plein de questions parce que, de fait, d'abord, la jurisprudence, elle est très claire sur le sujet. Elle dit qu'il faut pouvoir appliquer sa décision s'il n'y a pas d'alternative possible. Alors là, en l'occurrence, que des militants écologistes n'aient que comme alternative de décrocher des portraits du président de la République, c'est limite. Donc ça veut dire de toute façon que vraisemblablement, votre reportage le disait, qu'en appel, cette décision sera vraisemblablement cassée, ça ne résistera pas. Après, ça pose quand même une question fondamentale, qui est que dit le juge là-dedans ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire de politique? À quel moment il peut s'arroger le droit de critiquer la politique d'un État ou le fonctionnement d'un État? Et de faire lui-même de la politique. Et de faire de la politique. Il ne peut pas s'inviter dans le débat comme ça. C'est très curieux. C'est d'autant plus curieux qu'a priori, le magistrat en question est un juge d'instruction qui a siégé sur une audience à juge unique et qui, tout d'un coup, décide de rendre une décision de justice qui s'invite dans le débat politique, une décision qui sera sans doute cassée et qui, en plus, quelque part, la plupart des juges et des magistrats aujourd'hui se remettent en question en disant on ne respecte pas notre autorité. Et alors là, qu'est-ce que fait ce magistrat? Il entérine le fait qu'on peut, si je puis dire, porter préjudice à l'autorité, en l'occurrence à l'autorité suprême, celle du président de la République. Donc ça peut poser des questions. Après, objectivement, tout ça, ça frappe shit. On va vite le voir parce que je pense que l'appel va passer par là. Non, mais on est dans le symbole. On est dans le symbole. Sauf que le procureur aurait peut-être pu aussi, lui, ça nous renvoie à l'affaire de Nice, où vous avez vu qu'un procureur avait à un moment donné décidé de protéger le président de la République et on a vu les suites. Là, en l'occurrence, même, c'est un autre procureur, mais il aurait très bien pu, ce procureur, se contenter d'un rappel à la loi avec les militants écologistes en question. Et l'affaire n'aurait pas pris l'ampleur qu'elle a prise et ça aurait sans doute suffi parce que ça ne méritait pas tout ce tapage. Florent Vadillo, vous aussi, vous êtes un grand spécialiste du droit français. Est-ce qu'elle vous a surpris, cette décision? Elle est surprenante, non pas en tant que dans les attendus du jugement, mais plutôt sur la manière dont le jugement est argumenté. Effectivement, il pouvait y avoir une dispense de peine, il pouvait y avoir des condamnations extrêmement légères qui étaient prononcées. Il pouvait même y avoir une requalification des faits, puisqu'ils étaient pour vol en réunion. Donc, en termes de droit, c'est quand même assez limite. On reste dans le droit, mais c'est quand même assez limite. Il a voulu frapper fort. Hein. Je pense que c'est une décision qui se voulait politique, qui était politique et qui était une décision dont son auteur savait qu'elle serait cassée en appel, effectivement. Et si elle n'est pas cassée en appel, elle le sera en cassation, quoi qu'il advienne, parce qu'il y a une erreur manifeste, à mon avis, de droit. Donc, c'est une manière, effectivement, de faire de la politique. Mais tout le monde semble, en fait, redécouvrir que les magistrats font de la politique. Oui. Et ça n'est pas en soi une mauvaise chose que des magistrats fassent de la politique. Et je le redis inlassablement sur votre plateau, c'est pour cela que l'appel, les différents niveaux d'appel existent. Oui. C'est précisément parce que l'œuvre de justice est une œuvre qui permet la subjectivité, qu'on le veuille ou non. Ça peut paraître compliqué. Alors, vous faites bien de le rappeler parce qu'effectivement, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir se disent non, la justice ne fait pas de politique normalement. Une justice impartiale n'est pas une justice d'homme. Ça n'existe pas. En tout cas, pas une justice d'humain. Donc, la justice a une forme de partialité. Ici, le magistrat fait un acte militant. Un acte militant il le fait avec d'autant plus de facilité qu'il sait les voies d'appel pour le parquet. Il le sait d'autant plus qu'il place le parquet dans l'obligation d'interjeter appel.
Parce que le parquet ne pouvait décemment pas laisser cette décision-là. Donc, en plus, il y a un jeu entre le siège, le juge qui a jugé, et le parquet qui est réputé à tort plus proche de l'exécutif. Donc, à divers titres, cette décision est extrêmement politique pour l'autorité judiciaire et dans son fondement juridique. J'ajoute néanmoins que cette histoire de décrocheur de tableaux poursuivis par la justice, on confine aux limites du ridicule. C'est déjà un non-sens pour vous? C'est un non-sens parce qu'il n'y a pas de dommages subis. Les tableaux n'ont pas été dégradés. Ils ont été poursuivis pour vol en réunion. Ils ont la figure du roi. Ils ont été, hélas, on est en République. C'est le problème qui est là. Mais ils ont été retirés des mairies et rendus aux mairies. Franchement, la prochaine étape, c'est lorsque il y a carnaval, on va poursuivre les enfants parce qu'ils jettent de la farine sur les mairies. Enfin, je pense que la justice qui est saisie pour ce genre d'affaires est déconsidérée par ceux qui la saisissent. Donc il y avait 1000, et Alexandre le disait, il y avait 1000 manières de juger autrement. Là, ça n'est pas l'œuvre de justice que de poursuivre des gens qui passent un message politique de la manière la plus gentille du monde. Alexandre Malafaille. Non, mais on est d'accord qu'après on cherche des voies d'expression et à marquer le coup, marquer l'opinion. Ça, de toute façon, c'est comme on dit, c'est plus que dans l'air, c'est la réalité dans laquelle on vit et c'est très réussi. Après, on peut leur dire bravo, vous avez réussi votre coup, vous perdrez en appel. Mais de toute façon, si je puis dire, le mal ou le bien est fait. Ils auront fait parler. Voilà, ils auront fait parler. Non, après, ce qui est pour le coup très intelligent, très intéressant quand même, c'est de dire qu'est-ce qui motive un juge d'instruction qui va siéger dans une audience à juge unique, qui va présider cette audience, qui est un magistrat sérieux et qui prend ce risque-là. C'est tout d'un coup basculer dans c'est l'ultra-militant. C'est pas simplement une justice qui rend des décisions pondérées, qui à un moment donné va faire évoluer la loi, et c'est ce qui fait la jurisprudence. Non, c'est la politique. Voilà, là on bascule vraiment dans le débat politique, on prend, et les attendus sont extrêmement clairs, il porte un jugement extrêmement sévère sur l'action du gouvernement, sa politique, son comportement, et il prend une position en disant il y a urgence écologique, on fait pas ce qu'il faut, etc. Enfin, c'est un vrai combat. Ça c'est très lourd de sens, et ça peut évidemment faire débat. Mais il en restera des traces pour lui. Pour lui, magistrat, il en restera des traces. Alors après, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce magistrat? Est-ce qu'il se dit, vous savez, à d'autres heures sombres, personne n'a bougé, et puis après on a vu ce qui s'est passé. J'aurais marqué le coup. Moi j'aurais marqué le coup, j'aurais été précurseur. On ne pourra pas m'accuser de collaboration avec un système qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça peut aller très loin dans la tête du magistrat, mais ça peut rendre fou aussi, parce qu'à un moment donné, la justice doit garder la tête froide. Alors là, il y a un peu échauffement. Allez, deuxième thème de ce match, messieurs. Emmanuel Macron, toujours, mais en chair et en os cette fois. Le chef de l'État s'est présenté hier devant 200 députés et sénateurs de La République En Marche, du MoDem et des partis alliés, avec l'ensemble du gouvernement. Et on en parle beaucoup. Il a évidemment évoqué ce thème de l'immigration. C'est ce qui a été le plus commenté ces dernières 24 heures. On y consacrera d'ailleurs notre grand débat tout à l'heure. Mais plus que le fond, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est la forme. Certains y voient le retour de la verticalité de Jupiter. Alors, qu'est-ce que répond à cela Alain Richard? Le sénateur La République En Marche est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Alain Richard, le président de la République a rencontré hier les parlementaires de la majorité pour un pot de rentrée. Il leur a donné le cap pour l'année à venir. Finalement, il a un peu pris le rôle de chef de la majorité qui normalement est dévolu au Premier ministre. Oui, il ne vous a pas échappé qu'il existe une majorité présidentielle dans ce système institutionnel. C'est à partir de l'élection du président que se forme en réalité l'axe qui va ensuite créer une majorité parlementaire, un gouvernement. Donc je crois qu'il est dans son rôle. Il avait d'ailleurs indiqué au début de ses fonctions qu'il agirait de cette façon. Nous le voyons à notre goût, évidemment pas tout à fait assez souvent, mais qui est ce contact et qui est ce temps de rencontre et d'expression de sa part pour énoncer ce que sont nos objectifs communs tels qu'il les voit pour les mois qui viennent, c'est pour nous un moment, je dirais, d'abord chaleureux, amical, et puis de remise en cohérence, quoi. Alors, certains parlementaires présents hier ont estimé qu'il avait été très directif, notamment en demandant aux parlementaires de ne pas être trop à l'Assemblée et d'être présents pour la campagne des élections municipales sur le terrain. Est-ce que finalement c'est le retour du président vertical qui donne des ordres? Je suis simplement surpris que ça les ait surpris. Franchement, quand vous êtes élu territorial, quand vous êtes élu dans une circonscription ou dans un département pour les sénateurs, vous avez des amis politiques, vous avez une famille politique que vous cherchez à soutenir, à développer. Et donc quand il y a une campagne qui pour 6 ans va modeler l'essentiel du paysage politique local, c'est le moment de s'engager. Et d'ailleurs, je peux vous dire, puisque par d'autres activités, je suis en contact de très près avec le mouvement En Marche dans la préparation des municipales, en général, les parlementaires s'y intéressent. Donc quand on leur dit, il ne suffit pas de vouloir pousser vos amis, ou les gens que vous croyez capables pour faire une tête de liste, mais ensuite, quand ils feront la campagne, ça serait bien d'aller les aider.
Ça me paraît juste raisonnable. Et en plus, il faut savoir, parce que ça n'est pas toujours évoqué, que le président de la République, à qui on a fait un portrait un peu d'homme éloigné du terrain, adore ces sujets de politique locale. Et dès qu'il est en déplacement, il est absolument incollable sur tous les sujets locaux. Et justement, sur la préparation des élections municipales, un certain Cédric Villani était présent hier pour ce pot de rentrée. Je rappelle qu'il est candidat dissident à la mairie de Paris. Oui, et Emmanuel Macron lui a adressé un message de manière indirecte en disant que ce qui était mortel, c'est la division. Est-ce que ce message était nécessaire? Oui. Il y a un problème d'unité. Je serais le dernier à dire le contraire. Ma collègue Marie Guévenoux et moi, on essaye au nom du mouvement, en essayant de maintenir un lien de confiance avec tous ceux qui nous ont justement fixé cette mission, et puis sur l'unité et la capacité prospective du mouvement En Marche, de dire vous êtes solidaires, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez été les uns et les autres sélectionnés pour faire partie d'un mouvement et y avoir des responsabilités, donc on continue à se serrer les coudes. C'est ce que n'a pas fait Cédric Villani et on est obligé de le lui reprocher. Très bien, il faut se serrer les coudes. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre et merci à Alain Richard qui était avec vous en salle des conférences. Florent Vadillo, qu'Emmanuel Macron donne des consignes, des axes et même des avertissements. Ça vous choque? C'est vraiment son rôle? Non, mais cette histoire du président de la République qui se soucie des parlementaires, en fait, elle est vieille comme la Ve République. J'allais dire vieille comme le monde, ça serait exagéré. Nicolas Sarkozy recevait les parlementaires à l'Élysée. François Hollande avait dit qu'il ne les recevrait pas, mais il les a reçus. François Mitterrand était en contact permanent avec les parlementaires. Jacques Chirac. C'est l'ancien monde, mais l'ancien monde a beaucoup plus de nouveautés qu'on le croit. Ou en tout cas, le nouveau, on a beaucoup plus d'ancienneté qu'on le croit. Mais c'est une fausse polémique, vous voulez dire? Oui, c'est une fausse polémique. Depuis 1962 et l'élection au suffrage universel du président de la République, il y a coïncidence entre la majorité politique ou présidentielle et la majorité parlementaire. Le chef du gouvernement est évidemment le chef de la majorité parlementaire, mais le président de la République, au regard des fonctions qui sont siennes, au regard de son rôle politique, a évidemment un rôle majeur dans la discipline de sa majorité parlementaire, d'autant que tous les échecs parlementaires lui sont imputés. Donc on ne peut pas à la fois imputer les échecs parlementaires, l'inaction du Parlement, l'inaction du pouvoir politique, etc., et demander au président de la République qu'il reste sur son Aventin. Là, pour moi, c'est une vraie fausse polémique. En revanche, ce qui est amusant dans la démarche d'Emmanuel Macron... Ah, vous allez bien nous formuler une critique. J'essaie d'avoir un avis balancé. Non, ce qui est amusant dans Emmanuel Macron, c'est qu'autant la ficelle du président qui parle aux parlementaires est éculée, autant la sortie charismatique d'Emmanuel Macron qui reprend les rênes en main parce que dès qu'il est lâche, tout part à volo, bon, on nous la joue tous les 3 mois. Donc on commence à comprendre qu'Emmanuel Macron a besoin d'imputer à d'autres le poids des responsabilités qui sont siennes, parce que c'est justement le lot de cela. Donc voilà, c'est pour moi objectivement un non-événement et un exercice de communication, une fois de plus, un tout petit peu trop grossier. Et pourtant, ça n'a pas plu à tout le monde au sein de la majorité. On a eu des offs cités par Brigitte Boucher, notre consoeur de LCP de l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'elle a recueilli comme réaction. Je suis choquée par son mépris de la séparation des pouvoirs. Le grand débat, c'est pour les Gilets jaunes, pas pour les parlementaires. Vous êtes gêné par cet interventionnisme, si j'ose dire, ou cette verticalité, ce retour de la verticalité d'Emmanuel Macron? Je peux comprendre que certains parlementaires soient gênés parce que dès le départ, la promesse n'était pas d'une présidence ultra-verticale. C'était quand même le mouvement En Marche, rappelons-nous, c'est un mouvement qu'il a porté aux affaires et depuis, il a plutôt fait volte-face. Alors, il nous a promis un changement de méthode, il a dit j'ai changé lui aussi. On va voir, pour l'instant, on est au tout début, si je puis dire, de l'acte 2. Oui, l'acte 2 était celui de l'horizontalité. De plus d'horizontalité, on verra. Là, c'est vrai qu'hier, ça fait plutôt l'hyper-présidence, mais là encore, c'est le calendrier politique, si je veux dire, qui est tactique. Il faut aussi pas perdre de vue que tout repose sur le président de la République dans notre système politique institutionnel français, que globalement, il y a 5 années et que c'est une course d'obstacles permanente pour le président de la République. Alors, il a réussi l'année 1, puis on fait le bilan. L'année 2, il est tombé avec les Gilets jaunes. Là, maintenant, il entame l'année 3, il dit acte 2. Il essaye de remobiliser sa majorité, mais sachant qu'il y a des élections à venir. Il y a eu des fautes, il y a des erreurs qui pèsent. Ce qui s'est passé à Paris avec la désignation, on peut dire peut-être démocratique ou peut-être forcée de Benjamin Griveaux, les divisions que ça fait naître. Voilà, ça, c'est des épines dans le pied pour la suite. Donc, il est obligé quand même d'impulser une dynamique parce que devant lui, s'il veut que son quinquennat soit
globalement réussi. Il ne faut pas trop se planter aux prochaines élections municipales. Il y a les régionales derrière. Il faudra présenter un bilan et il faut pouvoir encore agir. Or, les marges de manœuvre d'action, aujourd'hui, on le voit, elles sont quand même relativement ténues parce que la rue s'est manifestée, parce que les gilets jaunes sont toujours là et qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de résistance sur des réformes, par exemple celle des retraites. On voit qu'a priori, il y a peut-être du grain à moudre, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de le moudre et peut-être pas de se faire dépouiller. Je pense aux avocats, par exemple, qui sont évidemment vent debout contre la réforme des retraites, qui confisquent, et pas les seuls, à aller siphonner leur caisse de retraite autonome. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table et sur lesquels les marges de manœuvre sont ce qu'elles sont. Donc voilà, qui tente d'impulser, qui tente de remobiliser, ça fait le jeu. Après, s'il reste dans son fonctionnement d'avant, qui était un fonctionnement hyper vertical, hyper concentré, et on a l'impression que ça reste ça, parce que rappelez-vous, là, ces derniers jours, moi j'étais assez amusé par l'idée qu'il aurait eu une application pour suivre le travail de ses ministres. Oui, c'est une info qui a circulé. Si c'est pas cas, vraiment une application a priori. Oui, mais bon, enfin, à un moment donné, il faut aussi gouverner et être chef, c'est aussi déléguer et puis. Vous avez raison d'en parler parce que le Figaro a consacré l'un de ses articles à la méthode Macron, un article intitulé « Macron met ses troupes sous pression » et effectivement, voici ce qu'on peut y lire. Pour échapper au piège de l'hyperprésidence, le chef de l'État devait laisser son Premier ministre en première ligne, le chargé de la gestion des affaires courantes. Mais c'est plus fort que lui. Emmanuel Macron veut tout contrôler, à commencer par le travail des ministres et effectivement, notamment au travers de cette application. Florent Badillot, existe le Premier ministre tout de même dans cette affaire? Qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est normal? Mais c'est une constante en fait avec Édouard Philippe. Moi je suis, je dois le dire, assez admiratif d'Édouard Philippe parce que c'est sans doute le Premier ministre qui, hormis les premiers ministres du général de Gaulle, exerce la fonction de Premier ministre avec le plus d'abnégation, le plus de résilience et surtout de loyauté et surtout de plaisir. Parce que voilà un homme qui, on peut le dire, n'est pas vraiment mis sur le devant de la scène, qui très généralement est désavoué politiquement par le Premier ministre, le Président de la République. Exemple, sur le grand débat, il voulait que l'immigration soit au cœur, ça n'est pas dans le grand débat, mais on relance un thème sur l'immigration. Donc c'est un homme qui est la chevalerie ouvrière absolument indispensable, et qui passe avec une légèreté absolue sur ce quinquennat. Donc j'avoue que je suis très surpris. Donc il est mis en retrait, mais en fait pour mieux continuer à gouverner, car sur les orientations politiques, Édouard Philippe, quel que soit le président... C'est lui le vainqueur. Évidemment. C'est la droite. Sur la politique fiscale, sur la politique budgétaire, sur la politique sociale, bon, je laisse de côté la politique étrangère, on avait peu entendu Édouard Philippe. Mais enfin, les thématiques d'Édouard Philippe finissent par s'imposer. Donc, en soi, je vais vous dire, c'est un Premier ministre effacé, mais il vit heureux parce qu'il vit caché. Quant aux ministres qui sont mis sous pression, c'est le travail de tout gouvernement. Et l'application, moi je pensais que ça s'appelait le secrétariat général du gouvernement auparavant, parce que j'ai fait partie des précédents gouvernements, et tous les mois on avait un tableau et qu'on remplissait pour savoir où en étaient les lois, les décrets et les réformes. Donc c'est normal de rendre des comptes, quoi. Évidemment. Sinon, imaginez, si vous aviez une organisation politique qui ne savait pas où en était le travail de ces entités, pour ne serait-ce que planifier et répondre médiatiquement, on l'accuserait d'incurie. Donc là encore, je le redis, je vois un exercice de communication très bien maîtrisé, qui fonctionne très bien, mais sur lequel il faut prendre un peu de recul, parce que je trouve honnêtement que la majorité actuelle, le président de la République en particulier, pourrait montrer un peu plus de finesse dans les exercices de communication. Je pense que son exercice du pouvoir n'en serait qu'amélioré. Je vous vois noter quelque chose, vous avez envie de rajouter? Non, mais c'est juste pour dire, parce que derrière cette information sur cette application, on a un peu le sentiment qu'il y a un management par la pression, et c'est pas celui qui fait le mieux grandir les gens avec qui on travaille. Ça par expérience, c'est ce que j'en ai toujours tiré. Et après, le fonctionnement actuel, de toute façon, pose une question de fond qui est celle des institutions et de comment on les fera évoluer à l'avenir. Alors là, pour l'instant, la réforme institutionnelle est plutôt dans les tiroirs, ça va être compliqué de la mener à terme. Mais je veux dire, quand on voit le mode de fonctionnement actuel, c'est vrai d'avoir un président, un Premier ministre, des ministres, je crois qu'une remise à plat de tout ça mériterait d'être simplifié, ne serait-ce que pour des questions d'efficacité, de transparence, d'arrêter de tourner autour du pot, parce que là, le quinquennat a quand même bien changé les règles, et on le voit de manière extrêmement précise actuellement avec ce quinquennat. Troisième thème de ce match, le plan anti-drogue présenté ce matin à Marseille. 4 ministres ont fait le déplacement pour en détailler les contours. Écoutez quelques-unes des annonces de Christophe Castaner tout à l'heure. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiants, l'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte antiterroriste. Il remplacera l'OCTRIS. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Alors, Alexandre Malafaille, l'OFAST, est-ce que ça vous convainc?
disons que ce qui me convaincra le plus, c'est quand on prendra vraiment en considération le fait que ces problématiques-là, elles constituent, en fait, elles sont dans un continuum. Et il faut travailler sur la question du continuum, depuis, en fait, le renseignement, la police, la justice et la pénitentiaire. Ça, c'est pour un axe vertical. L'axe horizontal a été mis en avant en disant qu'évidemment, il fallait aller de l'international à la cage escalier. On ne peut être que d'accord là-dessus parce que les problématiques sont complexes, mais il faut aussi prendre en compte l'amont et l'aval. Alors, ça a été plus ou moins dit dans le projet qui a été présenté. L'amont, c'est tout ce qui est éducation. Il va prévention. Bien, voilà, prévention et campagne. Et l'aval, c'est aussi le côté, siphonner la consommation, si je puis dire. Parce que si on pouvait siphonner la consommation, si à un moment donné, les gens se rendaient compte que par leur consommation, leur petite consommation, ils alimentent un trafic assez redoutable qui a des conséquences considérables sur la société, ça pourrait évidemment faire du bien. Alors, en particulier sur le FAST, on ne peut que se réjouir de l'impulsion, parce que l'impulsion en elle-même, elle est bonne. Mais est-ce que les moyens qui sont là sont suffisants? Et est-ce que ce sera complété par les dispositifs qui vont bien sur le terrain? On peut en douter, il n'y a pas de mobilisation majeure. Et puis moi, je voudrais revenir à un point qui est un petit point d'histoire, pas si vieille que ça. Ces problématiques-là, aujourd'hui, qui sont mises sur la table, elles ont déjà été mises sur la table depuis très longtemps. On peut se souvenir, par exemple, de l'intervention du général Soublé lorsqu'il avait été auditionné à l'Assemblée nationale en 2013. On a vu les suites. Lui, ça lui a coûté relativement cher sur le plan de sa carrière, mais ce qu'il disait, c'est que cette fameuse problématique du continuum et des relations notamment police-justice était clairement posée, et que tant que ce ne serait pas harmonisé, et tant qu'à un moment donné, il n'y aurait pas plus, si je peux dire, d'intelligence, de bon sens et peut-être de prise en compte de la problématique globale par l'ensemble de la chaîne, on continuerait à traîner les problèmes, et sur le terrain, comme dans les territoires, on aurait les problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on n'est pas efficace ou pas suffisamment efficace par rapport à la montée en puissance de ces problématiques-là. Il faut voir ça comme un tout, Florent Badillo. Écoutez, sur l'OFAST, d'abord c'est un office qui remplace un autre, donc pour l'instant on est juste sur un changement de marque. Donc j'attends de voir effectivement sur les moyens, parce que ce qu'annonce Christophe Castaner en fait existe déjà. Mais l'idée c'est de rassembler dans une même entité plusieurs services qui n'arrivaient pas trop à travailler ensemble jusqu'ici. Mais c'était le principe des offices. C'est pour ça que les offices ont été créés. C'est précisément, ils ne sont pas des directions d'administration centrale. Ils permettent aux différents enquêteurs de faire le lien avec la police, donc avec la justice. Donc pour l'instant, sur la création même de l'OFAST, je ne vois pas la nouveauté. Donc on verra comment ça se passe. En revanche, il faut dire, ça passe un peu inaperçu, mais c'est normal, elle est peu connue. La chef de l'OFAST, Stéphanie Charbonnier, est un policier absolument remarquable. Donc c'était le meilleur choix qui pouvait être fait pour ce dispositif-là. Spécialiste de police judiciaire qui a travaillé en direction centrale auprès du DGPN. Donc je pense vraiment que... Ah oui, très clairement, c'est la meilleure. Honnêtement, ils auraient pu résumer l'annonce à Marseille par la nomination de Stéphanie Charbonnier. Bon. En revanche, l'ensemble du plan est plutôt équilibré. C'est un plan de bonne facture, on ne peut pas nier, effectivement, avec à la fois un traitement horizontale, une décision de la garde des Sceaux d'avancer, etc. Moi, je m'inquiète juste sur deux points. La première, Alexandre Malafaille l'a dit, c'est la question des moyens. Pour l'instant, ça se fait à moyens constants. Or, en l'état actuel du ministère de l'Intérieur, si ça se fait à moyens constants, ça ne marchera pas. Parce que vous avez des problématiques de régime horaire, vous avez des problématiques de matériel, vous avez des problématiques de personnel. Donc, tout cela ne peut pas fonctionner. Et il ne faut pas, de ce point de vue-là, laisser une trop grande charge au ministère de la Justice. Parce que sur les thématiques de criminalité organisée et de grande délinquance financière, parce que le trafic de drogue mêle les deux aspects, la justice n'a jamais été ni légère, ni en difficulté avec la police. Jamais. Les seuls problèmes, depuis la loi Perbende de 2004, sont des problèmes d'administration de la preuve. Trop souvent, les preuves sont trop légères ou insuffisamment étayées. Je peux juste vous donner le tweet de Julien Aubert, parce que je vais rebondir sur ce que vous dites, candidat à la présidence du parti LR. Pour faire reculer les trafics, il faut surtout renforcer la justice pour qu'un dealer ait la certitude d'être jugé et emprisonné quand il est arrêté, et construire des prisons. Il faut enfin une tolérance zéro sur les drogues douces. #oser la droite. Écoutez, Julien Aubert est un garçon sympathique qui visiblement ne connaît pas le ministère de la Justice et les questions de justice. Ça n'est pas grave. Il a le temps de se former parce qu'il ne sera sans doute pas élu président des Républicains. Donc ça lui laisse du temps. Non, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 30% des détenus en France dans nos prisons qui le sont pour trafic de stupéfiants. Donc la justice fonctionne. La justice fonctionne. Elle fonctionne d'autant plus que c'est en réalité le tonneau des Danaïdes. Plus vous mettez des dealers en prison, plus vous avez des dealers à mettre en prison. La problématique n'est pas celle-là. Il y a une problématique de répression. Il y a une problématique de saisie des avoirs criminels. Parce qu'aujourd'hui, tant que vous avez le trafic de drogue qui est plus rémunérateur qu'un emploi, et de manière plus pérenne,
comment donner un autre avenir, un autre horizon à des jeunes qui ont l'argent facile. Et je pense que, d'ailleurs, le fait d'associer les douaniers est une bonne chose. Il faut avancer là-dessus. En revanche, reste pour moi ce pendant mort, et je pense qu'il faut développer le renseignement criminel en France. On manque d'un service de renseignement uniquement dédié au renseignement criminel. La criminalité organisée, elle est en train de défaire l'État parce qu'elle crée un contre-ordre. On a besoin d'enquêtes qui vont du RIF marocain qui fournit la résine de cannabis, jusqu'aux garagistes qui écoulent les voitures des GoFast et aux petits dealers des cités, aux cambrioleurs et aux trafiquants d'armes. On ne peut pas le faire avec une démarche impressionniste, et je pense que c'est pour ça que l'OFAST mériterait, à mon avis, d'aller plus loin dans une mue et de se transformer en service de renseignement avec double compétence administrative et judiciaire. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Florent Badillot, je vais rappeler le livre que vous venez de publier avec Alexandre Papa-Emmanuel. Ça s'appelle « Les espions de l'Élysée, le président et les services de renseignement », justement. C'est une manie. Aux éditions Taillandais, c'est votre obsession. Vous avez le droit, c'est la vôtre. Merci en tout cas à tous les deux. Allons plus loin encore. Place au grand débat. On va prendre le temps de revenir sur les propos d'Emmanuel Macron concernant l'immigration. Hier soir, son discours a fait beaucoup réagir. Il continue de faire réagir. Vous l'entendez. Certains parlent d'un nouveau virage à droite. Le chef de l'État est-il en train de durcir le ton? Comment faut-il analyser cette sortie? On a une demi-heure pour en débattre très sereinement avec nos invités après le sujet de Jonathan Dupriez. Sur l'immigration, Emmanuel Macron est à l'offensive. Hier, devant les parlementaires de la majorité, le chef de l'État a assuré vouloir regarder en face ce sujet au nom des classes populaires, par opposition aux bourgeois des centres-villes. Une position immédiatement reprise par le gouvernement. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois, En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes. Aussi bien dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy que dans celui de François Hollande, nous n'avons pas réussi cette intégration qui vient de loin. Et aujourd'hui, il faut s'en soucier. Si la rentrée s'annonce polarisée par la réforme des retraites ou la loi bioéthique, le locataire de l'Élysée est convaincu de la nécessité de revenir au sujet régalien, sécurité et immigration en tête. Mais pour ses adversaires, le président opère un virage à droite, purement électoraliste en vue de 2022. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a rien vu non plus, qu'il n'a rien écouté. L'année dernière, 350 000 entrées légales sur notre territoire, c'est la ville de Nice. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, à la fin de son mandat, 2 millions d'étrangers légalement seront entrés sur le territoire. Et je ne parle pas des illégaux qui sont innombrables. Alors moi, ce que je crains, parce que je connais bien en cette matière l'électoralisme. On en a vu d'autres avant lui, qui, parce qu'ils s'engagent dans une campagne électorale, car Emmanuel Macron clairement s'engage dans la campagne des présidentielles en réalité. Emmanuel Macron sait qu'il doit manier le thème de l'immigration avec précaution. Sa majorité avait été très divisée en 2018 au moment du vote de la loi Asile-Immigration. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Jean-Raymond Hugonet, bonsoir. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne. Bruno Kettel, bienvenue, député La République En Marche de l'Eure. Sarah Belaïch, bonsoir. Vous êtes directrice des pôles techniques à la CIMAD, une association de soutien aux migrants. Et Élodie Journeau, bienvenue à vous également. Vous êtes avocate spécialiste du droit d'asile. Merci à tous les 4 d'être ici. Parce que les mots sont importants, je voudrais juste vous répéter ceux d'Emmanuel Macron hier soir. Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet de l'immigration en face. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Comment vous réagissez à ces mots, Sarah Belaïch? Trop laxiste, il y a quand même pas mal de marge quand on voit les conditions d'accueil qui sont proposées aux demandeurs d'asile, quand on voit les difficultés pour pouvoir faire enregistrer sa demande. Par exemple, pour pouvoir simplement obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer un dossier. Quand on voit l'utilisation qui est faite de la procédure Dublin, qui permet à la France de ne pas examiner les demandes d'asile, mais qui laisse en attendant les personnes absolument sans droit. Donc ce sont des mots que vous trouvez non fondés, et est-ce qu'ils vous choquent par ailleurs? Oui, parce que la politique actuelle n'est pas du tout laxiste et les choses se durcissent d'année en année et les conditions qui sont offertes aux personnes migrantes et aux personnes en demande d'asile ne sont absolument pas satisfaisantes actuellement. Élodie Journeau, que vous ont fait ces mots qui sont beaucoup commentés depuis 24 heures? C'est vrai que ce discours d'Emmanuel Macron a été perçu comme une sorte de virage à droite. Comment vous l'avez perçu? Je pense que c'est surtout la saisine d'une opportunité en fait, de parler d'un sujet que tout le monde agite un petit peu comme un mouchoir rouge
à certaines occasions très particulières. Je n'ai pas l'impression. Vous les trouvez totalement infondés ? Je trouve ça assez infondé, en effet, parce que dire qu'on est trop laxiste lorsqu'on est humaniste, ça n'est pas normal. C'est comme essayer de dire on va essayer d'accuser tout le monde, on va traiter les demandes le plus rapidement possible, au pénal ou en droit des étrangers, peu importe, les droits se ressemblent au bout d'un moment. Et puis au final, c'est pas grave s'il y a des innocents qui tombent à la trappe, tant qu'on essaye d'attraper un maximum de fraudeurs potentiels. Alors que justement, la demande d'asile, c'est plutôt l'inverse. On doit protéger un maximum de personnes qui méritent, qui remplissent les critères, qui ont besoin de cette protection. Et bien entendu, on a des services ensuite qui font les enquêtes, etc., pour essayer de déterminer qui doit ou non être protégé. Mais essayer d'accélérer et essayer de mettre des quotas, c'est mettre des quotas sur la vie humaine et sur les dangers qui sont encourus par ces personnes chez elles. Bruno Questel, vous inquiétez pas, je vous laisserai répondre dans un instant, puisque vous représentez la majorité présidentielle sur ce plateau. D'abord, Jean-Raymond Hugonet, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce discours sur l'immigration, au-delà peut-être du cynisme politique dont on parlera dans un second temps, mais sur le fond? Sur le fond, c'est que le président de la République, comme d'habitude, disserte sur ses propres échecs. Parce que, si j'ai bonne mémoire, déjà en septembre 2018, et c'était la 28e fois depuis 1980, nous avons légiféré sur ce thème. Voilà, donc aujourd'hui... On y viendra, c'est la loi asile immigration. Voilà, absolument. Donc ensuite, c'est le en même temps. Déjà, la double négation. Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face. Parlons clairement. Vous les avez bien lues, ces phrases, vous aussi, donc. Oui, parce que quand on vient sur un plateau, Voilà, aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de ce sujet qui est très important, de cliver. Or, ce que veut faire le président de la République, c'est cliver pour être le seul face au Rassemblement national. La ficelle est grosse. Ce n'est pas comme ça que l'on traitera le sujet dans notre pays. Et c'est une erreur profonde. La parole est à Bruno Questel. Je vous en remercie. Je crois que sur les 28 fois où il aurait été légiféré effectivement depuis 1981, la période la plus intense a été celle de 2002 à 2012, à l'époque où vos amis étaient au pouvoir, et notamment M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Changer de registre, hein. Les amis, les ennemis, c'est pas comme ça. Encore une fois, c'est le clivage de la République en marche. Pour atterrir, chers collègues. Je ne vous ai pas interrompu et je suis resté correct avec vous. Mais tout le monde sera correct. Mais je peux aller sur votre registre. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'hier, déjà, ce n'était pas un discours sur l'immigration, mais c'était un discours qui comportait plusieurs thématiques. Que le discours du président de la République dans son ensemble était destiné surtout à aussi poser les bases d'un débat que nous devons avoir à l'échelle nationale sur la place de l'État dans son ensemble. L'État régalien, il a beaucoup insisté là-dessus. C'est pas repris malheureusement par les médias, mais il a beaucoup insisté sur la place de l'État dans notre société, à l'échelle d'une construction européenne à réinventer, et à l'échelle d'une société qui est en crise, il ne faut pas le nier, à l'échelle d'une société aussi qui n'a pas été capable, depuis ces 25 ou 30 dernières années, d'affronter cette question qui est celle de l'immigration, à côté de laquelle il faut parler du droit d'asile, il ne faut pas mélanger les deux. Et puis aussi la question plus large de l'autorité de l'État dans son ensemble. Alors vous avez raison de parler de confusion, parce que plusieurs extraits du discours d'Emmanuel Macron hier soir sont sortis. Et voilà ce qu'il a dit à ses troupes: je crois en notre droit d'asile, mais il est détourné de sa finalité par des réseaux de gens qui manipulent. Et puis plus tard, il a ajouté ceci: les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec, la gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. Là encore, des mots très forts, des phrases très fortes et un peu de confusion. Sarah Belaïch, il mélange tout, le chef de l'État. Là, on parle des migrants, on parle de l'immigration, on parle de quoi? On a un petit peu de mal à savoir, effectivement. C'est effectivement pas très clair. Il fait référence parfois à des accords bilatéraux qui sont passés avec certains pays, mais ça ne concerne pas du tout le droit d'asile, ça concerne les questions plutôt migratoires. Donc effectivement, on a un petit peu de mal à se retrouver dans les propos qui ont été tenus hier. Oui. Bruno Questel, c'est vrai que c'est pas clair, c'est compliqué, c'est une question... C'était très clair hier soir. Écoutez, j'ai assisté à l'ensemble de l'intervention du président, et pour moi c'était très clair, mais sans doute qu'on va me rétorquer que je suis formaté et qu'à partir de là, complètement dépourvu de capacité d'analyse, je n'ai aucun recul par rapport aux propos qui ont été tenus. Mais sur le fond, le président, il a souhaité, très simplement, alors qu'il n'y a pas d'échéance nationale demain, parce que les municipales ne se joueront pas sur cette question-là, il n'y a pas d'échéance politique nationale demain, justement desserrer les taux de la contrainte électorale qui a tant et tant été utilisée par nos prédécesseurs pour, ces prochains mois, poser les bases d'un vrai débat républicain sur la question de l'accueil des personnes de nationalité étrangère sur notre territoire, dans les champs décrits précédemment. Et le dit journaux.
Je pense que malheureusement, c'est mon opinion et je la partage, c'est au contraire quelque chose qui fait l'objet de nombreux amalgames et de nombreux mélanges. En fait, on utilise à tort et à travers le terme de migrant sans lui donner une véritable définition. Alors c'est le moment d'être clair ce soir pour nos téléspectateurs. Justement, alors un migrant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une nationalité d'un autre pays et qui vient s'installer quelque part. Si moi je vais m'installer en Afrique du Sud, à Singapour ou en Ouzbékistan, je suis un migrant. Après, il y a au centre justement de cette définition plusieurs définitions. Il y a les demandeurs d'asile qui viennent demander l'asile. Il y a les personnes sans papier qui peuvent être des clandestins ou des sans-papiers tout simplement. Les clandestins, c'est ceux qui sont complètement sous les radars dont on n'a pas du tout entendu parler. Il y a les personnes qui viennent pour des raisons d'immigration légale. Et en fait, il y a un mélange de tous ces éléments-là. Oui, il y a des personnes, bien entendu, qui viennent et qui utilisent une procédure plutôt qu'une autre, etc. Ce sont les fameux détournements dont parle le chef de l'État, parce qu'il en parle. Il met le doigt sur quelque chose qu'on ignorait. C'est ce que les institutions, en tout cas, mettent en avant, qu'il y a des détournements. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on parle des chiffres, en disant il faut des quotas, il faut moins d'étrangers en France, etc., on mélange à la fois les étudiants étrangers... Je n'ai pas dit qu'il avait dit ça hier. Je dis il y a un mélange, malheureusement, un amalgame dans le débat global dans et l'opinion national. en général, bien et dans sûr, l'opinion en général. Mais du coup, on mélange les étrangers étudiants qui viennent parfois temporairement, parfois moins temporairement, les personnes qui viennent tout à fait légalement rejoindre leur famille, les demandeurs d'asile qui finissent par obtenir une protection internationale parce qu'ils justifient de craintes tout à fait légitimes dans leur pays, et en effet ensuite des personnes qui, elles, vont se retrouver sans papier sur le territoire national. Et tout ça mérite une clarification indispensable dans les débats, plutôt que d'agiter des chiffres d'immigration et de demandeurs d'asile et en parlant de détournement, alors que finalement personne n'est capable de nous donner des chiffres très concrets sur ce qu'ils veulent et pourquoi ils veulent telle ou telle personne plutôt qu'une autre. Jean-Raymond Hugonet, il met doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est détournement de droit d'asile, Emmanuel Macron, quelque chose que d'autres ne voulaient pas voir avant lui? Non, il entretient une confusion, à mon sens. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Madame. Le sujet, si on ne veut pas cliver, encore une fois, c'est de parler de façon très claire aux Français et de leur expliquer. Il y a une tradition, personne ne peut le nier, il y a une tradition d'immigration dans notre pays, pour des raisons différentes. À la fin du XVIIIe, c'était la démographie. Ensuite, il y a eu le développement économique, le besoin. Et là, aujourd'hui, c'est dû à des crises, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient sur le bassin méditerranéen. Ce sont des crises qui font venir là où ça brille, car nous sommes dans le plus beau pays du monde. Donc, il ne faut pas s'étonner que des gens qui fuient la guerre ou des situations difficiles aient envie de venir chez nous ou en Europe de façon plus large. Ce que les Français ne comprennent pas, c'est où ça commence et où ça finit. Parce que ce que certains de vos collègues ont employé comme les tentes quechua dans Paris qui prolifèrent, ou le français qui passe devant, qu'il soit bourgeois, ça c'est une honte totale de stigmatiser les bourgeois. Moi j'ai la chance d'être sénateur de l'Essonne, du quart nord-ouest. Je suis situé au quart nord-ouest de l'Essonne qui est plutôt privilégié. Quand Madame Hidalgo a été incapable de gérer 91 migrants qu'elle nous a envoyés il y a 2 ans, ça a mis le feu, du jour au lendemain, ça a mis le feu chez nous. Pourquoi ? Parce que forcément, les gens qui ont un esprit, qui veulent cliver, encore une fois, vont dire « ça, c'est la peste et le choléra, pas chez nous, ceci, cela ». Alors que si on explique aux gens clairement... faire de la pédagogie plutôt que... C'est ce qu'il faut. Nous avons abandonné le sentiment de nation, tous collectivement, politiquement, amis politiques ou pas amis politiques, nous l'avons abandonné, la nation, le sentiment de nation, au Rassemblement national. La nation, c'est ce que disait Ernest Renan, c'est un vouloir vivre collectif, très simplement. Il faut savoir maintenant où ça commence, où ça finit. Il y a un sujet qui va animer, bien entendu, dans nos assemblées respectives, c'est l'aide médicale d'État. Oui. Voilà. Et le Sénat a déjà proposé l'aide médicale d'urgence, qui est combattue, notamment par Mme Buzyn, avec des arguments qui sont sincèrement, qui vont essayer d'opposer la solidarité nationale, que personne ne renie, à quelque chose qui est tout simplement quelque chose de rationnel et de pédagogique. C'est-à-dire un contrôle de savoir où ça commence, où ça finit. Les chiffres, tout le monde les manie, chaque spécialiste va vous dire des chiffres. Les Français ne savent absolument pas où nous en sommes. Les Français sont généreux, mais veulent savoir où va leur argent et comment il est géré. Vous avez parlé du Rassemblement national. On va quand même poursuivre cette discussion, mais je voudrais qu'on entende la voix du RN dans ce débat. Et on va se tourner vers la salle des conférences. Alexandre Poussard est avec le sénateur Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, Emmanuel Macron a assuré hier que l'immigration était l'un des principaux enjeux de la suite de son quinquennat. Finalement, cela peut vous réjouir ?
L'immigration est l'enjeu majeur pour, non pas son quinquennat, mais pour l'avenir de la France. Alors c'est heureux qu'Emmanuel Macron s'en rende compte aujourd'hui, mais au-delà de ce constat, au-delà des paroles, il faudra bien un jour qu'il y ait des actes. Et avec Emmanuel Macron, je ne suis pas très optimiste sur le sujet de l'immigration. Pourtant, des actes, il y a eu cette loi Asile et Immigration de 2018 qui se voulait ambitieuse sur ce sujet. Une loi qui se voulait ambitieuse mais qui n'a absolument pas arrêté le torrent migratoire. Je rappelle, ne serait-ce que sur l'immigration légale, c'est plus de 300 000 étrangers qui entrent dans notre pays chaque année. 90%, on le sait, sont dépourvus de contrat de travail. Il faut donc les assister en tout. La filière du droit d'asile ne fait qu'augmenter, parce que je dis que c'est une filière, car il s'agit là d'un réseau d'immigration clandestine de plus en plus puissant. Derrière les mots d'Emmanuel Macron, il n'y a toujours pas les actes que les Français attendent, parce qu'ils en ont assez de cette immigration qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur et qui est chaque jour de plus en plus conquérante. Alors le président de la République a assuré que La République En Marche ne devait pas être le parti des bourgeois mais des classes populaires qui vivent au quotidien les conséquences de l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? Encore une fois, il ne suffit pas d'analyser. Même l'immigration ne concerne plus seulement les classes populaires. Elle est en train de prendre une place de plus en plus importante sur l'ensemble de notre pays. Elle est de plus en plus revendicative, communautariste. Elle revendique son identité au détriment de la nôtre. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron a su le saisir, ne serait-ce qu'à travers cette étude menée chaque année par Le Monde et qui rapporte ce que nous savons, à savoir le ras-le-bol des Français de cette immigration conquérante. Alors certains disent que le président de la République veut refaire le coup de Nicolas Sarkozy qui avait neutralisé le Front National en étant offensif sur l'immigration, sur l'identité nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, c'est sûrement la même stratégie. Nicolas Sarkozy avait été offensif pendant la campagne des élections présidentielles, ce qui l'avait conduit à remporter leur parti. Et puis ensuite, il a dû passer aux actes et les actes ne sont jamais venus. Au contraire, il y a eu plus d'entrées d'étrangers dans notre pays sous le mandat de Nicolas Sarkozy qu'il n'y avait eu avant sous le socialiste Lionel Jospin. Et ça sera la même chose avec Emmanuel Macron qui reste un immigrationniste convaincu. Très bien. Merci Stéphane Ravier pour votre réaction. Merci Alexandre. Sarah Belaïch, je vous vois tous d'ailleurs réagir en plateau à ce que vient de dire le sénateur. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit ? Oui, quand on parle de torrent migratoire, de migration conquérante, je pense qu'il faut un petit peu relativiser les choses quand même pour ne pas tomber dans ce discours de l'invasion. Juste quelques chiffres très rapidement. Il faut savoir qu'il y a 3% des personnes dans le monde qui migrent, ce qui veut dire que 97% sont sédentaires. Il faut savoir aussi que les personnes qui quittent leur pays se réfugient le plus souvent dans le pays voisin. Les Syriens au Liban, les Érythréens en Éthiopie, les Afghans au Pakistan. Et de fait, 90% des personnes réfugiées dans le monde sont accueillies par un pays en voie de développement. On est loin tout de même de l'invasion. Les personnes de nationalité étrangère qui résident sur le territoire européen sont pour 2/3 d'entre elles des citoyennes européennes. Des citoyens européens, pardon. Donc il y a quand même quelques idées reçues sur lesquelles il faudrait pouvoir donner quelques chiffres. Voilà, donc on est loin de cette invasion et du discours politique qui semble un peu alarmiste, d'après vous. Très anxiogène, oui, tout à fait. Vraiment. Et la France a par ailleurs, par le passé, accueilli un nombre très conséquent de personnes étrangères. En 1939, la France a accueilli plus de 400 000 réfugiés espagnols en quelques jours. Et la France, aujourd'hui, ne s'en porte pas plus mal. La France est un pays pluriel qui s'est construit à partir de l'immigration, il faut quand même le rappeler. Bruno Coettel, on a peut-être du coup du mal à la lueur de ces chiffres à comprendre pourquoi Emmanuel Macron fait tout d'un coup un point d'attention aussi important, si finalement les chiffres relativisent cette réalité. Je suis d'accord, la proportion de personnes entrant sur le territoire national, elle est relativement stable d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de pic incommensurable qui laisserait à croire que les délires verbeux du collègue sénateur Front National représentent la réalité. Je veux dire, c'est une transe au débat démocratique, ce qu'on a entendu. Maintenant, encore une fois, il est des questions qui sont posées par nos concitoyens. La responsabilité du président de la République, c'est aussi de veiller à ce que chacun s'imprègne et s'implique dans la définition des politiques publiques et les appréhende comme étant positives pour le plus grand nombre. Et on ne peut pas laisser à croire... alors,
je pédale à l'envers et je m'en excuse. Il faut qu'on s'améliore collectivement sur la question de l'évaluation, notamment sur la loi que nous avons votée l'an dernier, Asile et Immigration. Il faut qu'on soit plus performant là-dessus, et ça concerne aussi l'aide médicale que vous avez évoquée tout à l'heure. Il faut qu'on soit meilleur sur l'évaluation, et c'est notre ambition. Maintenant, la question de l'immigration, elle est à l'échelle européenne aussi que nous devons l'appréhender. Ça a été un sujet pendant la campagne électorale. Schengen et ses conséquences pour la France. Le non-jeu des pays frontaliers de la France, lorsque les questions de bateaux se posent, sur la répartition et sur l'anticipation de tout cela et sur la capacité à travailler ensemble. Ça va un peu mieux avec l'Italie, enfin ça va aller mieux avec l'Italie, en tout cas on peut le souhaiter, mais ça n'a pas toujours été d'une évidence limpide. Et enfin, la question de Schengen adoptée il y a 20 ans, à peu près, est-ce qu'elle doit être posée ou non? Nous pensons que oui. Alors Emmanuel Macron est-il allé sur les terres du Rassemblement national par opportunisme politique ou par électoralisme? C'est un peu ce que vous avez dit au début de ce débat. Éliane Assassi lui dit attention au chef de l'État. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Écoutez, c'était sur Public Sénat ce matin. Je trouve un peu regrettable quand même que le président de la République et sa majorité utilisent, comme d'autres, l'immigration comme drapeau pour faire peur à la population. L'immigration n'est pas responsable des maux de notre société. Et je le rappelle toujours, in fine, les gens préfèrent l'original à la copie. Jean-Raymond Hugonet. Oui, alors, bon, je laisse chacun s'exprimer. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, on l'a vu tout à l'heure avec mon collègue sénateur, c'est le vocable. Les mots employés? L'immigration conquérante, c'est dévastateur. Ça va à l'encontre de ce qu'est la République française et le sentiment de nation, l'expression de la nation dont je parlais tout à l'heure. C'est à l'encontre, alors que ces gens-là se réclament de la nation. La nation, c'est aux antipodes de ça. Encore une fois, entre le discours juridique nécessaire pour expliquer ce qu'il en est. On n'a pas parlé non plus tout à l'heure, qui vient dans le compte de l'immigration, c'est pour ça que c'est tellement difficile à dire, des Français qui quittent la France, également, qui rentrent dans le décompte. Donc il y a besoin d'avoir des termes précis, avec des évaluations précises. Mais le reste, c'est comme la température. C'est exactement comme la température. Pour les Français, c'est le froid. On vous dit il va faire 5 degrés. Oui, et puis il y a la température ressentie. Et je peux vous garantir que quand on va dans la vraie vie, parce que là encore, les députés, les sénateurs, ils vivent en France. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans un cénacle et qui sont décorrélés de la réalité. Je peux vous dire que le sentiment profond des Français, c'est qu'il y a un problème. On peut le dire sans se fâcher, sans s'invectiver. Mais aujourd'hui, nous avons tous dans nos rôles l'obligation de le faire droit dans les yeux avec les Français, parce que sinon, demain, ils vont faire comme d'autres pays, choisir des extrêmes qui ne seraient pas... Voilà. Mais moi, pour le coup, je suis complètement d'accord. C'est une responsabilité républicaine. Et le débat, il n'appartient pas au Front National, pour reprendre votre expression de tout à l'heure. On n'a pas confisqué le débat ou pris le débat au Front National. D'ailleurs, il faut quand même... quelles sont les solutions proposées par ces gens-là? Aucune. C'est juste de l'incantation verbale. Enfin voilà, je préfère m'arrêter là. Maintenant, c'est la responsabilité du président de la République auquel il reste 3 ans de mandat. Que dirait-on s'il n'évoquait pas la question? Que dirait-on s'il n'avait pas demandé un débat annuel sans vote au Parlement, mais un débat annuel, c'est quand même une innovation? Que dirait-on s'il ne parlait pas de ce sujet? On parlerait d'irresponsabilité ou autre. C'est notre responsabilité collective et c'est à tout un chacun de s'impliquer là-dedans avec ses convictions qui sont toutes légitimes, mais aussi une responsabilité qui doit dépasser celle-ci, le cas échéant. Et le 10 journaux. Ce que je ne comprends pas, en fait, depuis qu'on a lancé ces différents débats, c'est... Il est où le problème? De quel problème est-ce qu'on parle, en fait? Est-ce que l'immigration doit être considérée comme un problème? Est-ce que la demande d'asile doit être considérée comme un problème? Est-ce que le fait que des gens viennent en France doit être considéré comme un problème? C'est ça qui me pose souci. Et comme il y a justement cet amalgame, il y a un moment, il faut quand même se poser la question de est-ce qu'on veut que des gens rentrent, oui ou non? Des gens ont des droits. Je ne dis pas que tout le monde a le droit de rester en France. Je ne dis pas que tout demandeur d'asile a le droit d'obtenir une protection internationale. Et je ne dis pas que toute personne qui fait une demande de régularisation en France va remplir les critères. Sauf que le droit est là. Il y a un moment, on a une constitution, on a signé des textes internationaux qui nous ont bien arrangés le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Et là, tout à coup, ah ben non, c'est bon, on a eu 2 guerres cette année, la 3e. Et quand vous entendez cette question du ressenti des citoyens dont parle Jean-Raymond Hugonet, ma question, c'est justement de quel ressenti parle-t-on? Les bidonvilles qui sont aux entrées de Paris, par exemple. Le problème, les bidonvilles aux entrées de Paris, ça vous paraît normal? Ça vous paraît... On va vous emmener sur les territoires. Non, mais je vous remercie. J'ai les mêmes dans mon département. Je vous remercie, c'est mon métier. J'ai les mêmes rencontré les gens. Voilà. Mais ça, vous pensez que les Français, excusez-moi, quand je parle de ressenti, je vous remercie, monsieur le sénateur, c'est mon métier. Je passe mon temps justement dans les bidonvilles et dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CAO, donc je les vois. À côté de ces lieux, il y a un ressenti Le problème, c'est la gestion humaine. Nous avons des obligations juridiques. Nous devons accueillir les demandes des gens, les traiter humainement, donner un statut ou ne pas donner un statut, et si il faut raccompagner des gens ensuite à l'extérieur, le faire humainement et dans les conditions qui sont édictées par la loi. Le problème, c'est que la France essaye de le faire, mais pas forcément bien, et pas forcément avec les bonnes méthodes, et sans respecter les textes. Je pense que la CIMAD là-dessus sera beaucoup mieux placée que moi. Pour vous, c'est ça le problème, et pas tant ce que les gens ressentent, les autres? Le problème, les gens ressentent l'influence sur le ressenti des gens, c'est aussi le discours politique tel qu'on l'utilise. Si vous avez quelqu'un qui parle de torrent et qui va vous marteler qu'il y a un torrent d'immigration en France, à la fin, vous allez entendre qu'il y a un torrent d'immigration en France. Vous allez y croire. On va forcément y croire. Et ça n'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence. Si on vous martèle avec ces informations-là, vous allez y croire. On va nous faire croire, à tort et à travers, qu'aucun Albanais et qu'aucun Géorgien ne devrait avoir à déposer une demande d'asile en France. Je reprends pas exactement les propos de M. Castaner, je ne me permettrai pas parce que je pourrais me tromper, mais en l'occurrence, il parle de problème de la demande d'asile géorgienne et problème de la demande d'asile albanaise parce qu'il y en a plusieurs milliers et sous prétexte que ces pays ne seraient pas en guerre. Sauf que la demande d'asile, ça n'est pas uniquement les pays en guerre. Dans ces pays-là, il y a des personnes LGBT qui sont persécutées. Il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a des personnes qui sont victimes de vengeances personnelles et qui ont besoin d'une protection. Et à ces gens-là, on va leur dire, excusez-nous, c'est plein. Ça n'est pas possible. On a signé des textes. Des gens. Sarah Belaïch. Oui, juste pour revenir sur cette question de campement, de bidonville, de squat, etc. Pourquoi ils existent? Ça n'est pas parce qu'il y a trop de personnes qui demandent une protection à la France, c'est parce qu'il y a eu un manque d'anticipation très important de la part des gouvernements successifs et du coup, la politique d'accueil des demandeurs d'asile en particulier est sous-dotée, sous-dimensionnée. Pour exemple, il y a moins d'un demandeur d'asile sur 2 qui est hébergé par l'État. Donc les autres, effectivement, se retrouvent à la rue, dans ces squats, dans ces campements. Et souvent, l'État laisse pourrir la situation et demande aux associations et aux collectivités territoriales. Parce que c'est aussi un moyen de faire monter la pression, en fait. Quand on laisse ces campements... Ça débouche sur des votes, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Et quand on voit les solutions qui sont proposées aujourd'hui, le campement de Grande-Synthe était évacué. Pour la énième fois. On sait très bien que les personnes vont revenir dans quelques jours de façon massive et vont recréer un nouveau campement parce que les solutions qui sont proposées ne sont pas à la hauteur. Alors justement, vous parlez des solutions, je voudrais qu'on écoute un dernier extrait, c'est celui de Bruno Retailleau qui était l'invité de France Inter ce matin et qui, comme vous, Jean-Raymond Hugonet, évoquait cette loi asile-immigration qui a été votée il y a pile un an. Écoutez. Il y a un an, voté un texte, en tout cas au Sénat, nous ne l'avons pas voté, nous l'avons critiqué, qui était porté par Gérard Collomb. Asile-immigration. Ça fait exactement un an que cette loi a été promulguée. Et alors voilà, le président de la République qui se dit, parce que sans doute que pour les sondages, pour son électorat, il y a peut-être d'autres clins d'œil à la droite ou à la droite de la droite à faire, et il fait cette sortie-là. Bruno Kettel, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée. Alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de projet de loi en préparation. Il n'y aura pas de projet de loi qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour réformer la loi asile-immigration. Donc ce sont quoi, des ajustements Le cas échéant des ajustements, mais surtout un discours, des mots et le cas échéant des mesures qui ne sont pas forcément du domaine de la loi pour veiller aussi à ce que des réseaux, parce que ça existe. Parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Je reprends l'exemple des camps. Il faut aussi sortir de l'angélisme. Il est des réseaux de certaines nationalités qui sont très clairement organisés sur notre territoire national pour permettre l'exploitation à très bas prix quand ils sont payés d'hommes qui vont sur les chantiers divers et variés sur Paris, en périphérie et autres. Tout ça, ça existe. Mais Bruno Kettel, vous êtes d'accord pour dire que cette loi asile-immigration qui était censée produire des effets ne semble pas être efficace sur le terrain? C'est ça la vraie question. Non. Moi, je suis d'accord pour constater que cette loi, elle fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, alors qu'à l'échelle européenne, les demandes d'asile baissent,
en France, elles augmentent. Donc je crois que cette loi et les dispositions législatives et le cadre juridique aujourd'hui qui existe, il est plutôt favorable aux personnes en demande d'accueil sur le territoire national. Alors il nous reste 2 minutes, tout le monde veut reprendre la parole. Alors si je puis me permettre justement sur cette loi asile-immigration, en fait son effet ça a été d'essayer d'accélérer un maximum les procédures, sauf que je suis désolée, quand on précipite un jugement, un délibéré, etc., tous les hommes politiques par exemple qui sont en train d'être jugés aujourd'hui, si on avait accéléré les procédures, on aurait dit que c'était attentatoire au droit, etc. Moi je suis désolée, quelqu'un qui est fragile et qui a vécu des horreurs, il ne va pas pouvoir se confier en 2 semaines à 4 personnes différentes sur les viols et les horreurs qu'il a subies. Donc c'est pas possible. Et le problème de cette loi, c'est qu'elle ne tient pas en compte, puisqu'on parle aussi de Dublin, de Schengen, et on n'explique pas aux gens ce que c'est. Sauf que les chiffres de la demande d'asile, là, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gros en 2017, 2018, 2019 ? C'est à cause des Dublins qu'on n'a pas renvoyés. Et pourquoi on ne les a pas renvoyés, les Dublins ? Mais parce que Dublin est complètement déséquilibré et qu'on fait porter justement à des pays un poids qui est complètement démesuré, sans prendre notre responsabilité. Et en fait, c'est des gens qui étaient déjà sur le territoire. Il nous reste 1 minute 30. Sarah Belaïch, puis j'aurais Oui, juste très rapidement, au-delà de cette loi, la question qui se pose, c'est le fait qu'on légifère autant sur les questions asile et immigration, et souvent avant même que les effets de la loi précédente. Oui. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas légiférer. on a parfois des décrets d'application de la précédente loi qui viennent juste d'être adoptés quand on a une modification législative. Et vous dites qu'il n'y aura pas de réforme législative, mais si on touche à l'AME, il faudra une réforme législative. Alors pas il n'y aura pas de loi asile-immigration. Pas de loi asile-immigration, mais des lois qui auront des effets sur les personnes migrantes. À l'Assemblée nationale souhaitait la supprimer. Heureusement, on ne les a pas suivis. Maintenant, elle a été transformée au Sénat contre l'avis du gouvernement. Et tout ça, c'est 0,5% des dépenses médicales à l'échelle nationale. Donc c'est une goutte d'eau, c'est un symbole qui est utilisé par les élus LR qui cherchent à pas trop s'éloigner. Donc pas de nouvelle loi, mais des ajustements. Je crois savoir, si on arrive maintenant, on a le logiciel pour décrypter le langage du président de la République, je crois savoir que lui-même, l'aide médicale d'État et le panier de soins, quelque chose me dit que dans un coin de sa tête, il y réfléchit. Croyez-moi, ça ne sera pas supprimé parce que c'est un dogme, on le verra. En revanche, quelque chose a été mis en avant par Madame, tout à fait juste. Bien entendu, nous sommes français, on réagit au niveau de français, mais il serait temps de s'entendre au niveau européen, qui est un sujet qui n'est absolument pas au centre des dernières élections. Encore ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat d'Allons plus loin. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini, l'invité de Bonjour chez vous, c'est Stéphane Le Foll, maire socialiste du Mans, ancien ministre de l'Agriculture. Bonne soirée sur Public Sénat.